Oh, génial, il y a un mec qui a tagué les trucs de la ligne 8. Concorde à sauter, Madeleine de Proust. Génial, donc on s'y met. Il y a du bruit de micro dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Coucou. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis toujours ravi d'être de retour pour cette saison 2, même si c'est l'épisode 2. Mais oui, ce n'est que le début, mais vous verrez, cette saison sera magnifique. Hicham, Voilà. comment vas-tu? Très bien, et toi, patronne? Ah, très bien, merci. Camille? Bonjour Ilia, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas aujourd'hui? Tu te portes comme un charme. C'est bien, maintenant, Oh. maintenant les speeds de la blague, on va finir par la supprimer complètement. Eh ben ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, nous avons un invité pour nous accompagner en la personne de Stan. Comment vas-tu? Hello, hello, je vais très bien. Ah, ça va, tu es pas trop intimidé par la... Un petit peu quand même. La- Étant la seule personne sobre. Ok, ça balance tout de suite. On est pas Ça- si... J'aimerais te dire que ça va aller mieux, mais ce serait de mentir. C'est pas ce que vous croyez. Vous demanderez aux autres invités. C'est tout à fait vrai, bon, certes. Ils confirmeront. Mais du coup, Stan, peux-tu te présenter, nous dire... Quels nous sont les bails? Nous dire ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de tout dire, mais je sais pas, pourquoi tu viens nous voir? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Alors je viens vous voir pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai développé de manière autodidacte en parallèle de mes études et de ma vie normale, entre guillemets. C'est de partir à l'aventure avec mon sac à dos, mes rations, partir à l'arrache sans aucune règle. Voilà, donc je viens vous parler de ça aujourd'hui. Cool. Stan serait donc le seul mec capable de survivre à une catastrophe nucléaire à cette table. Et tout Je seul. connais son adresse en cas de besoin. On pourrait tous aller se réfugier chez lui. Très bien. Parfait. Du coup, voilà, de quoi on va parler aujourd'hui? Est-ce Ah. qu'on commencerait pas par Camille pour changer? Pour changer, ouais. Si, et puis bien entendu, je vais vous parler de la Révolution, le tome 2. Ah, ça va trancher. Connais Ça pas. va trancher. Après, ce sera Hicham. Alors moi, je vais vous parler d'un procès très insolite. Ah, Ok. Petit suspense. très bien. Ouais. Et après, ce sera Stan. Après, c'est Stan, Tu ouais. nous parleras du Exactement. manuel de l'aventurier moderne. C'est ça. C'est beau. Après, ce sera... Ensuite, ce sera toi. Tout à fait. Moi, j'ai pioché dans le carnet des sujets proposés par nos auditeurs, plutôt. Et j'ai profité de la Saint-Valentin, proche de la publication de cet épisode, pour prendre le sujet phéromone. Ah. Ce qui paraît que, oh là là, séduction, phéromone, c'est la folie. Donc, On en a parlé au dernier épisode non plus. en plus, Ah. tu verras, j'ai apporté quelques Tu vas informations pas nous faire supplémentaires. un tuto séduction? Non, c'est même plutôt... Le cringe total. C'est même plutôt le contraire, même si en conclusion, peut-être que, mais bon, je n'en dis pas plus. Misère de misère. Et toi? après, ce sera ton tour. Après, c'est moi et je vais vous parler de l'Everest, du mont Everest et de comment on va en haut. Avec des chaussures, j'imagine. c'est un Par exemple, c'est un sacré c'est morceau. c'est un des critères. Tout en montant. Ouais. Vers le haut, avec des pieds. Allez, tout à plus fait. haut. Bon, Camille, Oui, ça va être à Ton toi. tour. allez, allez. Suivant. Non, mais j'y tiens pas, je vous assure. Coupe, vas-y, coupe. Ah non, moi ça n'a rien à voir. Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Badass. Encore, tu Allez. finis avec une bonne punchline là. Mais C'est- oui, mais Danton avait toujours de l'humour, même juste avant de mourir, c'est ça son avantage. Sacré Fort. menton. Alors donc je vais vous parler de la Révolution. Précédent épisode, je vous avais parlé de la partie 1 et j'ai décidé de faire un mini résumé de quelques phrases pour tous ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent. Previously on La Révolution. Baguette. Donc nous avions laissé la Révolution en 1791 et la situation s'avérait plutôt merdique. C'est-à-dire qu'on avait mis en place une monarchie constitutionnelle, donc les députés exercent un pouvoir fort via la Constitution et le roi a un droit de veto. J'ai l'impression d'écouter l'intro de Star Wars. Le Congrès galactique de signer une nouvelle loi avec les marchands. Pardon, vas-y. Voilà, donc la Révolution à cette époque-là elle profite surtout aux bourgeois, le peuple il a toujours la dalle et il vit toujours pour certains dans une énorme misère. Nos voisins, notamment les Autrichiens, est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs qui apprécient les Autrichiens à cette table? Non, je pense qu'on leur garde tous rancœur. Moi, j'ai j'ai rien un contre petit les- souvenir de la Mais Première Guerre bien mondiale. sûr, mais bien entendu. Et de la Euh, seconde aussi. Ah mais oui, oui.
Donc nos voisins, notamment autrichiens, sont en conflit contre nous. Donc on n'est pas encore en guerre officielle contre eux, mais on est en conflit et ils nous mettent de belles branlées et du coup l'ennemi est à nos frontières. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'il y a une tension qui est à son comble depuis la réforme constitutionnelle du clergé, on en avait parlé, le fait que les prêtres deviennent des fonctionnaires. Et du coup, Louis XVI, qui est un petit peu fatigué qu'on lui pique son pouvoir, a décidé de s'enfuir avec sa famille, mais il se fait reconnaître dans une auberge parce qu'il a mis un petit peu trop de temps à finir son roi comme une minute soupe, et il est ramené à Paris avec toute sa smala. Voilà. C'était spécifique. C'est un bon résumé. Ah oui, mais les faits sont exacts, c'était un roi comme une minute soupe. Comme quoi ton sujet d'avant, t'aurais pu le faire en 2 minutes. Je dis ça comme ça. Drop mic. Pardon, vas-y. C'est vraiment des petits bâtards quand même. Alors, donc, l'année qui suit la fuite du roi. Donc la fuite du roi, elle a déçu énormément de monde. Et du coup, le peuple de Paris décide d'organiser une manifestation au Champ de Mars. Donc le Champ de Mars, ça existait déjà. Hein. Ça n'a pas été créé pour la Tour Eiffel. Il y avait déjà un grand champ tout vide. Et donc cette manifestation, elle se fait avec énormément de Parisiens. Je crois qu'on compte un peu plus de 150 000 personnes. Et le but, c'est de demander la démission du roi. Mais le maire de Paris, Bailly, et le général Lafayette, qui sont des partisans de la monarchie constitutionnelle, vont donner l'ordre de tirer sur la foule. Et il y a des centaines de morts à cette manifestation. Ça se déroule environ 4 semaines après la fuite du roi. Ouais. Juste une petite précision. Enfin, là, on est en 1790. 11. Déjà. Oui, déjà. Le temps passe vite. Ok. Il a fui en juin 91 et là nous sommes, je sais plus, fin juillet, début août 91. D'accord. Okay. Voilà. Donc pendant un an, après la fuite du roi et cette manifestation, c'est la grosse merde. C'est-à-dire que le roi, il est désormais extrêmement surveillé. Il vit au palais des Tuileries. Il est encerclé par l'armée. Et en plus, il va bloquer pendant un an toutes les décisions de l'Assemblée en utilisant son droit de veto. Et en plus, la situation économique, elle est totalement catastrophique. Les gens continuent à mourir de faim. Et donc, il va y avoir des émeutes dans les villes, notamment Paris, où on va du coup entrer par effraction dans la boutique des boulangers et pendre les boulangers. Sympa. Ce qui est pas des boulangeries. Ouais, les boulangeries du coup. Ah, ok. Voilà. Okay. Mais pourquoi les boulangeries en particulier ? Parce que la boulangerie fournit le pain, et le pain est, comme dirait Danton, est le premier besoin du peuple. Ouais. Voilà. Baguette. Alors, pendant cette année-là, les députés de l'Assemblée se disent, tiens, une bonne guerre officielle, plutôt qu'un conflit, une bonne grosse guerre officielle, ça ferait peut-être du bien. Oh oui. Parce qu'en cas de victoire, ça veut dire, pouf, économie un petit peu boostée. Donc, les députés de l'Assemblée sont pour une déclaration officielle de guerre contre l'Autriche. Alors, il y a 2 personnes qui sont contre, et étonnamment, c'est deux personnes qui sont pas, à mon avis, potes dans la vraie vie. C'est Louis XVI. Bon, Louis XVI, il faut le comprendre, hein, l'empereur d'Autriche, c'est son beau-frère. Donc, voilà. Jamais bossé avec la famille. Il est moyen chaud, et en plus, il sait que l'armée est trop faible pour gagner la guerre, donc pour lui, il se dit ça va être une putain de boucherie. S'ils gagnent, ça va faire une bonne nouvelle, enfin un regain d'énergie, mais s'ils perdent... Ah bah oui, c'est puis la surtout grosse tous merde. les mecs qui étaient contre le gouvernement ou autre, ils vont canner, il y aura la génération d'avant, et on est tranquille, on repart. D'après, pardon. Malin. Et l'autre personne qui est contre, c'est un homme qui commence à avoir de plus en plus d'importance dans la Révolution. Il s'agit de Maximilien de Robespierre. Et notre Robespierre, lui, il pense qu'une défaite, ça risque d'anéantir totalement la Révolution, étant donné que ça voudrait dire que l'Autriche va remettre Louis XVI sur le trône, et qu'en fait, ça aura été 3 ans de boucherie qui n'auront servi à rien. Donc, la guerre est malgré tout déclarée, parce que l'Assemblée va forcer un petit peu la main de Louis XVI. Et puis d'ailleurs, cette guerre-là, en fait, c'est le début des guerres napoléoniennes. C'est-à-dire que ça fait partie des guerres que Napoléon va essayer de régler pendant toute sa vie. Donc c'est le début de 20 ans de conflit avec nos voisins. Voilà. Il était quoi déjà à l'époque, je me souviens plus. Napoléon ouais. Alors là, il était pas grand-chose. Hein. Il était déjà dans l'armée quand même, non ? Oui, il était dans l'armée, mais il était dans le maquis. C'était un petit militaire de merde, absolument. Hein. Voilà, un pion. Voilà. Terme technique. Alors, face à ce roi, en fait, si vous voulez, qui a essayé de s'enfuir et puis qui met de la mauvaise volonté vis-à-vis de toutes les décisions que les députés ont envie de mettre en place, il y a de plus en plus de haine pendant un an qui va grossir. Et le peuple de Paris, un jour, se dit, tiens, si on allait envahir en fait le palais du roi pour voir ce qui se passe. Donc ils vont faire une première invasion en juin 1792. C'est un échec, hein, c'est-à-dire on rigole un peu, on met un bonnet phrygien sur la tête de Louis XVI, on le force à crier vive la nation, et basta. Lui, il a pas trop rigolé dans l'histoire. Mais... Non, lui, je pense pas que ce soit vraiment la journée la plus drôle de sa vie. Et on retente une deuxième fois le 10 août 1792.
En plus de ça, Louis XVI, qui était un petit peu benet, va donner l'ordre à ses gardes suisses de ne pas tirer sur le peuple. Parce que Louis XVI, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, n'a jamais versé le sang français. Du coup, les gardes suisses se sont fait totalement massacrer parce qu'ils n'avaient pas le droit de se défendre. Donc c'est une véritable boucherie. Louis XVI et sa famille prennent peur et décident d'aller se réfugier à l'Assemblée des députés. Et là, le président de l'Assemblée, il sait pas du tout quoi faire. Imaginez Emmanuel Macron qui va se réfugier à l'Assemblée nationale en disant, enfin voilà, on est en train de m'envahir et tout. Moi, je pense que c'est un petit peu la panique à l'Assemblée. Ouais, j'imagine. Et donc le mec s'est dit, bon bah allez, ça s'est fait en 15 minutes. Hein. Allez, on abolit la monarchie. Allez. C'est fini. Puisqu'il faut faire un truc, mais il l'avait forcément réfléchi avant, j'imagine. Non, ça s'est fait, l'abolition de la monarchie, ça s'est fait comme ça. Mais oui, mais sur un coup de tête. Ils avaient dû l'envisager avant, et là ils ont dû dire, maintenant qu'on est dos au mur. Ah mais non, ça n'a pas été envisagé, étant donné que pendant 3 semaines, la France ne va rien être. Ok. Légalement, la France, on n'avait rien du tout, parce qu'il va falloir 3 semaines pour qu'on décide quel type de gouvernement on va mettre en place. Très bien. Donc ça s'est fait sur un coup de tête. Au final, 3 semaines, c'est quand même assez efficace. Hein. Ah oui, ça s'est fait plutôt vite, je trouve. Donc, Louis XVI, du coup, on ne sait pas trop quoi en faire, donc on décide de le déclarer traître et on l'envoie avec sa famille en prison. Voilà. Pendant 3 semaines, on se pose une question, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va créer un gouvernement provisoire d'1 mois, composé de 6 ministres pour administrer le pays. Parmi ces ministres, il y a un homme pareil qui commence à se faire un petit peu connaître, que je vais vous mentionner maintenant parce qu'on en reparlera par la suite. Il s'agit de Danton. Et donc Georges Danton obtient le ministère de la Justice et devient du coup l'homme le plus puissant du royaume. Pas mal. Voilà. Et on va avoir, dans les mêmes moments, des premières victoires sur le front face à l'ennemi autrichien, notamment la victoire de Valmy. Donc on se dit, c'est cool, ça va mettre un petit peu de beurre dans les épinards, tout commence à bien se passer, on n'a plus droit, on a des premières victoires, c'est plutôt pas mal. Le peuple est satisfait en gros. Exactement. Et à l'issue de ce mois de gouvernement provisoire, on se met tous d'accord, on se dit, tiens, on va faire une république façon Rome avant l'Empire, ce sera vachement chouette, faisons une république. C'est tout le monde qui décide. Exactement. Donc cette république, en fait, elle fonctionne assez simplement, c'est la Convention, donc l'Assemblée des députés qui décide. Il y a un homme qui est à la tête de l'Assemblée des députés, et le parti politique qui a l'avantage au sein de l'Assemblée des députés, ce sont les Girondins. Donc les Girondins, ce sont des révolutionnaires, mais qui sont malgré tout assez modérés. C'est-à-dire que eux, ils n'étaient pas tout à fait contre la monarchie constitutionnelle, et en tout cas, ils sont pas forcément pour qu'on envoie Louis XVI à l'abattoir. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec les Girondins, avec Bordeaux, un truc comme ça? Absolument. Oui, c'est des députés. En fait, on les appelle les Girondins parce que la plupart, c'est des potes qui viennent effectivement de Gironde. Ok, voilà. ça marche. Mais rien à voir avec l'équipe de foot. Je préfère qu'on mette les choses au clair. Non, voilà, rien à voir. Donc, les Girondins, vous savez, c'est... Ce qui va un petit peu déplaire au peuple, c'est que ils sont attachés à la propriété, à la bourgeoisie, etc. Ils sont pas vraiment pour le peuple, contrairement aux montagnards. Donc les Girondins, si vous voulez, à l'Assemblée, ils vont prendre place à droite, et les montagnards à gauche. Donc ce qu'on appelle les Girondins, c'est l'ancêtre de la droite, ouais. tout simplement. Quand tu dis ça, c'est extrêmement intéressant, c'est bien de le préciser, parce que beaucoup de gens ne savent pas forcément. Savoir d'où ça vient en fait, ce schisme. Et puis voilà, c'est tout simplement que lorsqu'on a fondé la Première République, les Girondins étaient assis à droite de l'hémicycle. Voilà, tout simplement. Une des premières missions de la Convention, c'est de régler le sort du roi. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai qu'on l'a oublié, lui. Oui, ça fait chier. On a un vieux roi comme ça qui traîne dans une cellule. Enfin, un vieux roi. Non, je déconne, il a 39 ans à l'époque, donc il est assez jeune. Qu'est-ce qu'on va en faire? En plus, on est bien embêté parce qu'on a découvert aux Tuileries, donc le palais où il habitait, une armoire secrète avec tout un tas de papiers assez compromettants. Du hentai. Ouais, exactement, du hentai sur papier. Voilà. Non, mais disons que on est étonné parce que il aurait eu une correspondance avec l'empereur d'Autriche, qui, je vous rappelle, est son beau-frère. Donc oui, il avait une correspondance avec. Le traître. Il s'envoyait une carte postale pour le Nouvel An, quoi. Salut, ça va y et les troupes. Donc du coup, on se dit, tiens, ça tombe à pic, on va lui faire un petit procès des familles. Ah mais oui, effectivement. Voilà. Donc on se dit, tiens, on va organiser tout doucement un procès. Alors ça se fait pas comme ça, ça va prendre plusieurs mois. Et en parallèle, le roi, du coup, est en prison, et nos voisins, notamment le beau-frère de Louis XVI, l'empereur d'Autriche, se disent, franchement, c'est pas cool. Je fais pas très bien l'accent autrichien. Non, mais on n'a plus le droit de faire les accents allemands. C'est l'Autriche du Sud. Voilà. Franchement, c'est pas cool. Les vignobles d'Autriche. Voilà, moi je trouve c'est pas sympathique. Moi je dis il faut qu'on soit plus hargneux contre la France. Et donc du coup, on a l'armée autrichienne qui intervient de façon un petit peu plus vénère à nos frontières et qui arrive quasiment aux portes de Paris.
Alors les Parisiens, notamment de Danton, se disent « Ouh là là, mais s'ils arrivent à rentrer dans Paris, ils vont libérer tous les aristos, les curés, etc. qu'on a mis en prison. » On aura Et, tout fait pour rien. C'est exactement ce que les Autrichiens pensaient faire, libérer les curés et les aristos. Ben, Je si, pense si, qu'ils avaient clairement prévu ça. Non, mais en tout cas, libérer toutes les personnes qui peuvent être monarchistes pour créer une majorité dans Paris. Et donc, c'est là que Danton va nous dire, pour vaincre les ennemis de la patrie, il faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Bravo. Et l'audace, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, massacrer tous les gens qui sont dans les prisons. Et tout. Ça s'appelle les massacres de septembre. Et ça va faire à Paris, juste à Paris, 1400 morts. On estime 10 fois plus pour la France entière en 3 jours. Pas mal. Pas mal. Donc en gros, il a dit il faut des massacres et encore des massacres. Non, ça a été interprété tel quel. Mais Danton n'a pas demandé des massacres, mais ça a été Tu interprété. me fais des massacres. Voilà. Tu te démerdes. Et donc, il y a tout un tas de prisons parisiennes où on va faire des faux faire de la place. des faux procès. Mais vraiment des procès qui duraient environ 30 secondes. Et donc, c'est des gens à qui on prenait les bras, notamment les aristos, puis on était là, vous êtes monarchistes, puis eux, ils disaient non, puis on leur montrait les veines à travers la peau, puis on disait, bah si, regarde, t'as le sang bleu. Le sang bleu. Ouais, t'as le sang bleu. Non, mais ça s'est vraiment Ah, la passé, quoi. méthode dont Jean-Michel Allez. Mauvaise foi. Élargissez-le, donc. Regarde, je coupe mon pouce. Et parmi ces aristos, il y a notamment une jeune femme qui a une vingtaine d'années qui s'appelle Madame de Lamballe. Et donc elle a bien douillé, étant donné qu'on va lui casser les tibias avec des petits marteaux. Non. Ilias, j'ai pensé à toi. On va lui casser les tibias avec des marteaux. Et on va lui dire, bon bah marche jusqu'à là-bas. Alors du coup, elle en a un petit peu Tu es chié. libre. Fuis. Ah, t'y arrives pas, c'est que t'es aristocrate. Elle en a un peu chié pour marcher. Et elle est tombée. Du coup, il y a un type qui a cru que s'il était tombé, c'est parce qu'on lui avait tiré dessus. Donc il s'est dit, cool, on a le droit d'ouvrir le feu. Donc il lui a tiré dessus. Ah, c'est une histoire incroyable, Madame de Lamballe. Les sous-doués donc, font un jugement. Et donc elle est morte, mais vraiment comme un kéké des plages. Ça s'appelait pas Et, Ariel De quoi Ariel de Lamballe. Oh. Merci, c'est pareil, tout pour moi. les Allez. blagues des grosses têtes, on en fait une par épisode. Ok, c'est bon. C'est fait. Et donc Elle meurt. Voilà. Parce que là, ça s'annonçait pas autrement. Ah, Elle j'avais meurt. raté cette partie-là. Après sa mort, elle est violée, découpée, relativement mangée. Oh, mais non. Bien. Il y a trop de détails. Non, mais pourquoi Et on lui- violer, découper et relativement manger parce que- Genre, ils ont mâché, ils ont recraché. Non, c'est juste que on n'a pas tout mangé. Dans le sens où on s'est dit, faut Et garder la tête. Et la tête. Voilà. Alouette. Parce qu'on s'est dit, c'est une copine de Marie-Antoinette et ce serait bien qu'on donne des nouvelles à Marie-Antoinette de sa Et copine. on lui a fait une petite lanterne, voilà. Non, pas du tout, c'est que Marie-Antoinette avait à la cellule de sa prison un très joli rebord de fenêtre qu'elle ne pouvait pas atteindre parce qu'il y avait une vide dedans. Et elle avait pas de pot de fleurs. Et donc on lui a devait évider la tête de posé cette- exactement Ah. la tête de Madame de Lamballe sur son rebord de fenêtre. Ah, c'est Voilà. classe. C'est sympa, hein, voilà. Très bien. Donc ça, c'est les massacres de septembre. Ah, Je vous passerai les anecdotes Les lumières, donc. d'aristocrates à qui on a forcé boire du sang humain, enfin ce genre de choses. Voilà, Très bien. c'était très très sympa. Donc voilà, je vous le rappelle, 1400 morts à Paris en l'espace de un peu moins de 72 heures. Donc sur cette Qu'est-ce petite... que 72 heures sur Non, les jeunes exactement. Ouais, j'imagine surtout putain, le ménage qu'il va faire après, genre 1400 morts, ça devait être le sbeul. Enfin, pardon. Ah bah ça faisait de la bouffe, hein, concrètement. Hein. Ça a été vécu comme ça, Ah bah, malheureusement. les agents d'entretien lui prennent cher. Hein. Alors, Louis XVI, pendant ce temps, lui, il entend vaguement parler de ce qui se passe depuis sa prison. Donc, il est retenu avec qui, notre Louis XVI ? Il est retenu avec Marie-Antoinette, donc son épouse, la sœur de Louis XVI, et ses 2 enfants. Louis XVI a 2 enfants à cette il en époque-là. Oui, il a Thérèse, ou Marie-Thérèse, je sais plus. Et Enfin, Dylan. Voilà. Kevin. Non, Thérèse qui a 14-15 ans, et Louis qui a 9 ans. Louis. Oui, Louis. Ah, d'accord, ok. Ouais, Louis, ça fonctionnait bien à l'époque chez les rois de France. Hein. C'était une valeur sûre, quoi. Voilà. Et sauf que lui, on va le séparer de sa famille, on va le mettre dans une cellule vraiment à l'écart. Il va vivre sa captivité seul, et il sait qu'il va y avoir un procès contre lui. On lui donne pas nécessairement l'occasion de se défendre, et donc il se présente un petit peu à son procès sans trop savoir qui, quoi, qu'est-ce. Voilà, il sait pas trop ce qu'on va lui reprocher. Il va avoir 2 jours de procès, je crois, où il va essayer de se défendre un petit peu platement. En tout cas, il s'est défendu jusqu'au bout. Et ensuite, ce sont les députés qui vont voter pour ou contre la mort du roi. Donc, si je me rappelle bien, il y avait le choix entre le bagne, la mort avec sursis ou la mort. Voilà. La mort avec sursis. J'en étais c'est- sûr que t'allais. Ouais, il y a eu la mort avec sursis ou la mort. C'est genre, tu scies de travers 2 fois et bim. Ouais, mais c'est... Voilà. Ok. ça. C'est à la prochaine embuscade, on te coupe la tête. Putain, c'est Voilà. chaud. Donc, 90% des députés reconnaissent le roi coupable, donc une grande majorité. Ok. Mais... Pour la peine, ils sont pas d'accord. Mais sa mort va se jouer à une quinzaine de voix sur 800 votants. Donc vous voyez, c'est pas énorme.
Donc les gens qui vont voter pour la mort du roi, c'est Robespierre, c'est Desmoulins, c'est Danton, c'est Marat, voilà. Robespierre, on a la phrase précise qu'il a dit quand il a voté pour la mort du roi. Il a dit « Je suis inflexible pour les oppresseurs parce que je suis compatissant pour les opprimés ». Voilà. C'est beau. Les gens étaient très étonnés que Robespierre vote pour la mort du roi parce que Robespierre, et ça va peut-être vous amuser, était totalement contre la peine de mort. Mais pas là. Là, non. Là, ça allait. Ouais. C'est pour ça qu'il s'est justifié. Voilà. Donc Louis XVI, on lui accorde un petit dîner d'adieu avec sa famille. Voilà. Ça devait être l'ambiance. Bah, tu finis pas des pâtes. Vas-y, reprends un peu le gigot. T'imagines Marie-Antoinette, quelqu'un veut des lasagnes. Voilà. Qui veut du dessert. T'as pris ton temps à l'auberge maintenant. Non, mais c'est terrible parce que sa famille était tellement en larmes quand il leur a dit au revoir qu'il leur a promis qu'il reviendrait les voir le lendemain matin avant son exécution. Ah, Et en fait, il y est pas retourné le lendemain matin. Bah Parce oui, qu'il voulait pas. Parce qu'il était mort peut-être. Non, mais Non, pas encore. non. Mais non, il avait la possibilité d'y retourner et il a pas voulu. Voilà. Mais ça aurait été horrible. je Bah oui, comprends. c'est ce qu'il s'est dit. Voilà. Ah bah putain. Et donc, il est emmené en carrosse quand même, monsieur. Voilà, faut pas déconner. Monsieur. Ancien roi de France. Dans le carrosse, on sait qu'il s'est inquiété pour une expédition qu'il avait signée 4 ans auparavant. Il avait envoyé des marins, je ne sais plus où, à Terre-Neuve ou je ne sais Mais ils quoi. sont où ces cons? Mais oui. Et il a demandé des nouvelles à un de ses anciens ministres. Il a dit au fait, on a des nouvelles de Chilpéric et... En plus, je leur ai prêté mon stylo là, j'en aurais besoin, mais genre instamment. Enfin. Voilà, et il est guillotiné le 21 janvier 1793 aux alentours de 10h du matin sur la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde. Voilà, exactement. Catching. Alors, la mort de Louis XVI, elle marque un point de non-retour, étant donné que les Français ont tué leur roi, ce qui est quand même un acte symbolique. De connard. Ah bah. Non, assez fort. Bah ouais, disons que le peuple qui a buté son propre roi, tu vas pas le faire chier tout de suite quoi. Voilà, exactement. Donc, très rapidement, que devient le reste de la famille royale ? Pour vous faire court, Marie-Antoinette, on va la séparer de son fils, le petit Louis. Et puis on a séparé sa tête de son corps un peu plus tard. On commence par juste lui enlever son fils, et le fils est confié à une famille de révolutionnaires à qui on va apprendre à dire oui, vive la nation, que le roi crève, etc. Enfin, le gamin, il subit un véritable lavage de cerveau, et quand il entend, parce qu'il était à la cellule en dessous de sa mère, quand il entendait du bruit, en parlant de sa mère, il disait elle est toujours pas morte cette putain-là. Enfin, voilà, il a un lavage de cerveau de dingue, le gosse. Ouais. Nice. On lui fait boire du vin et tout, il était bourrage 24, enfin voilà, assez hardcore. Ambiance plus. Ouais, voilà. Et Marie-Antoinette, au final, elle est conduite à la conciergerie 9 mois après la mort de son mari. Fait la lessive. Pour être jugée. Pour être jugée par le tribunal révolutionnaire, on lui fait un procès en toute hâte parce qu'à cette époque-là, on se rend compte qu'elle est atteinte d'un cancer des ovaires et qu'elle n'en a plus Faut pour vite très la tuer, longtemps. elle va mourir. Mais oui, c'est exactement ça. On se dit, il faut faire un procès vite avant qu'elle ne meure de sa mort naturelle, en gros. Et on la condamne pour inceste avec son fils. Enfin, voilà, on trouve des trucs à la con. Et elle est grandeur de guillotinée. la justice. Exactement. Et elle est guillotinée à la va-vite. Puis vient le tour de la sœur de Louis XVI. C'est pas elle qui a sorti la petite phrase encore quelques secondes, monsieur le bourreau ou... Non, c'est pas elle. Elle, la dernière phrase qu'elle a dit, elle a marché sur le pied du bourreau sans faire exprès en montant sur l'échafaud. Pardon, Et elle a dit, vous avais pas vu. Pardon. voilà, elle a dit pardon, monsieur le bourreau, je n'ai pas fait exprès. Tu Et elle est comprends avec morte. Charlotte Corday, c'est ça, non? Non, encore un instant, monsieur le bourreau, c'est Madame du Barry. Non, Charlotte Corday, elle a fait le tour de la guillotine pour la regarder. Et elle a dit pardonnez-moi, je voulais juste voir comment ça s'était fait, je n'en avais jamais vu. Voilà. Sympathique. Technicienne jusqu'au bout. Donc la sœur de Louis XVI, qui avait à l'époque 25 ans, est envoyée à la guillotine aussi. Et les enfants de Louis XVI ne sont pas envoyés à la guillotine. Son fils meurt de maltraitance et de faim dans sa cellule à l'âge de 10 ans. Voilà. Le petit. Il avait pas de lumière et tout, donc en fait on l'a laissé crever pendant 1 an dans sa cellule, puis au bout d'1 an il y a quelqu'un qui rentre, on retrouve un gamin à moitié aveugle, Il y a totalement quelqu'un maigre et tout, et il finit par mourir. Et la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette va survivre, totalement traumatisée, devient complètement tarée, Bizarre. et n'a jamais eu d'enfant. Voilà. Bah, Ce qui c'est fait qu'aujourd'hui ils n'ont aucune descendance directe. Voilà. Même pas en Autriche. Même pas en Autriche, pas direct. Enfin, ouais, Ah oui, pas direct, oui. Pas direct, voilà. Mm. Donc voilà, une bien belle histoire. La Convention donc a tout pouvoir sur le pays, comme je vous le disais, mais le problème c'est qu'à partir de la mort du roi, on a les groupes politiques qui commencent un petit peu à s'affronter de plus en plus violemment. Donc je vous ai dit, il y a les Girondins qui sont à droite, qui sont majoritaires à l'Assemblée, et qui eux font un petit peu la gueule parce qu'ils étaient opposés à l'exécution du roi. Et de l'autre côté, on a les Montagnards, qui eux sont plutôt la gauche, qui sont... représentés en grande partie par Robespierre, Marat, Danton, des révolutionnaires dont on a gardé vraiment le nom en mémoire aujourd'hui. Ces Girondins, les Montagnards se disent ce serait bien qu'on les bute pour avoir la majorité à l'Assemblée. Ok, donc encore une fois la démocratie jusqu'au bout quoi. Ah C'est oui, au vraiment, top du top. ouais. Voilà. Liberté, égalité, fraternité, quoi. On fait arrêter les Girondins. Excusez-moi, j'ai eu un hoquet. On fait arrêter les Girondins
On en fait exécuter une partie, une autre partie est obligée de s'enfuir. Du coup, Charlotte Corday, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était une nana qui était girondine, elle n'est pas très contente, donc elle assassine Marat dans sa baignoire. Enfin bref, tout un tas d'histoires que j'ai pas le temps de... Je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais, je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails. Et on élimine de plus en plus de factions. Et à l'été 1793... on se dit, bon bah ça fonctionne pas au final cette république à l'Assemblée nationale parce que tout le monde est en train de se buter entre eux, donc c'est vraiment une idée à la con. On va essayer de trouver une autre solution et on décide que à la tête du gouvernement, on va placer ce qu'on appelle le comité de salut public. Donc qui est un genre de conseil des ministres actuel et à leur tête un président du comité de salut public et là on se dit... En gros, voilà. Et on se dit, bah tiens, on va mettre un certain Maximilien de Robespierre, il compte la peine de mort, il est plutôt sympathique, il a toujours eu des bonnes idées, voilà, il a une bonne bouille. Allez hop. Et c'est là que commence véritablement la terreur. Robespierre va créer le tribunal révolutionnaire et donc là on commence à envoyer à la queue leu tout un tas de personnes à la guillotine, exactement. Durant la terreur, c'est environ 13 000 guillotinés en France, en un peu moins d'un an. On vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait où Camille avait fait tout un sujet sur la guillotine, exactement. très en détail. Exactement. Donc on commence, comme je vous ai dit, par les Girondins, Marie-Antoinette, et ensuite des révolutionnaires considérés comme étant un petit peu plus modérés. Ensuite, on va s'attaquer aux révolutionnaires qui sont trop révolutionnaires. Ouais, ça fait un véritable bordel. Ensuite, aux mecs qui louchent. Non, mais c'est... Oui, on est à peu près dans cet esprit-là. Et intervient Danton, qui commence à dire hop, ça suffit, putain, vous allez un peu trop loin. Stop l'accent du Sud. Donc Danton qui était autrichien apparemment. Non, il était de Troyes. Dans le... Ça se faire des noms. Voilà. Ouais, mais je sais pas faire l'accent troyen. C'est pas grave. Enchaîne, c'est pas grave. Voilà. Et donc Danton et son parti, les dantonistes, se disent oulala, mais ça va beaucoup trop loin cette terreur, il faut absolument qu'on arrête. Parce que la guillotine, on exécute des gens tous les jours, c'est plus possible. Et donc Danton va commencer à faire des affiches un petit peu partout avec ses potes, ils vont écrire un journal, etc. en disant la terreur ça va trop loin, Robespierre il faut que tu te calmes un petit peu la nouille. Robespierre, est-ce que ça va lui plaire à votre avis ? Moyennement. Il est moyen chaud. Voilà, donc il en discute un petit peu avec ses amis et on se dit faisons arrêter les dantonistes. Et on fait arrêter Danton, Camille Desmoulins et toute leur smala. Il y a un procès qui va avoir lieu et au final on les envoie tous à la guillotine. Voilà. Adieu. Alors, exactement. Sauf que Danton était un personnage extrêmement populaire. Envoyer Danton à la guillotine, ça va faire chier grand nombre de Parisiens qui appréciaient énormément Danton. Et là, on commence à se dire, ce Maximilien de Robespierre n'irait-il pas un petit peu loin ? Robespierre, qui au passage était un des meilleurs potes de Danton, commence à culpabiliser un petit peu d'avoir envoyé un poteau à la guillotine, d'autant plus que Danton, en allant à la guillotine, est passé devant la maison de Robespierre sur son petit tombereau et lui a dit « Maximilien, tu es le prochain ». Donc Robespierre, ça l'a pas mis dans un mood... Comme un présage de merde. Voilà, de folie. Et donc Robespierre, on sait qu'à cette période-là, il va faire une genre de mini-dépression, il va plus beaucoup sortir. Non, mais c'est vrai. La pêche. Hein, non, il sort plus du tout. Il va mettre peut-être 3 ou 4 mois avant de reprendre une vie politique. Et lorsqu'il reprend une vie politique, c'est un petit peu tard, étant donné que les députés se sont mis d'accord entre eux. Ils se sont dit, quand Robespierre revient... on le déboîte. On lui marave sa gueule, exactement. On lui pète la gueule à la récré. Voilà. Robespierre a bien compris que ça allait mal se passer pour lui et les gens qui le soutiennent, donc ils vont se planquer dans le grenier de l'hôtel de ville à Paris. Les députés et les Parisiens contre Robespierre apprennent que Robespierre allait se planquer là-bas, ils interviennent, il va y avoir une scène extrêmement violente, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais toujours est-il que Robespierre s'est retrouvé avec une balle dans la mâchoire. Le frère de Robespierre, parce qu'il y avait 2 Robespierre, Augustin de Robespierre s'est défenestré, il s'est pété les 2 jambes mais il est pas mort. Il y a un type aussi en fauteuil roulant pétion qui s'est défenestré. Fauteuil roulant, je trouve. Pété les jambes, j'imagine. Ouais, il a roulé vers le vitrail. Voilà. Mais bon, pour ce qui est de Robespierre, on sait pas ce qui s'est passé, il s'est pris une balle dans la mâchoire, quoi. Non, on ne sait pas si c'est un suicide, si c'est une tentative de suicide, étant donné qu'il avait un pistolet. Comme son frère qui s'est suicidé. Ou si c'est un gendarme qui lui a tiré dessus. Le doute est permis. Il faut vraiment se rater quand même pour se mettre une balle dans la mâchoire. En fait, la balle est passée sous le menton et est ressortie par les dents. Ah oui, donc c'est peut-être raté finalement. Exactement, voilà. Donc difficile de savoir. Toujours est-il que du coup les robespierristes sont conduits à la conciergerie. Pendant quelques heures, on va se demander ce qu'on en fait. Alors, quand on visite la conciergerie à Paris, il y a une petite pancarte dans une salle où il y a écrit « Ici, Maximilien de Robespierre a passé ses dernières heures ». En moi, plus jeune, j'imaginais un petit Robespierre
assis droit sur sa chaise, attendant dignement la mort. En fait, c'était une véritable merde sur de la paille, avec du sang qui coule. Enfin, voilà, un Oui, il mec était pas bien. voilà, un mec Il était un peu totalement blanc. HS, à moitié mort. Et au final, on se dit, bah tiens, plutôt que d'attendre, enfin, il va mourir dans 3 heures, mais plutôt que d'attendre qu'il meure, on va quand même le guillotiner pour le principe. Et donc, on a envoyé Robespierre et tous ses amis à la guillotine, de façon extrêmement glauque, parce que tous les Parisiens étaient habillés en blanc, il y avait des fleurs partout, on chantait, on dansait, c'était un petit peu la fête du slip à Paris, c'était fin juillet, il faisait super beau, enfin, faut imaginer vraiment cette ambiance un petit peu glauque, au Un petit possible. peu barbecue Et aux on, Tuileries. et on guillotine Robespierre. Alors je crois qu'on finit par Robespierre, mais avant Robespierre, on guillotine tous ses potes, on guillotine son frère, enfin voilà, on fait absolument tout le monde. Et alors là, Ilias, c'est un petit détail comme tu vas les aimer. En fait, pour faire tenir la mâchoire de Robespierre qui tombait, on a mis un petit bandeau autour de sa Ah, tête. mais c'était mignon. Voilà, façon œuf de Pâques. Vous voyez, Magnifique. un petit peu avec le nœud au sommet du crâne. Et le bourron se dit, oh bah, crénom de nom, ça va encore bien gêner cette affaire-là. Faut le retirer. Faudrait bien le retirer. Et donc, avec ses délicates petites patounes de bourreau, Ah, Il enlève déboîté l'os la sparadrap. exactement. Et il enlève la mâchoire avec. Et on raconte que Robespierre a crié très très fort. Ah bah oui. Avec ses dents d'en haut. Du coup. Exactement. Et donc Robespierre meurt, guillotiné, et on l'enterre comme la plupart des autres révolutionnaires, la tête entre les jambes au cimetière des Hérencis, qui n'existe absolument plus aujourd'hui. Suite à ça, on se dit bon bah il faut trouver une solution pour que ce ne soit plus un seul homme en France qui prenne le pouvoir. Donc on décide de créer le Directoire. Donc le Directoire, ça va durer 5 ans en France, les 5 dernières années de la Révolution. Donc du coup j'ai encore à peu près 48 minutes de parole pour expliquer le Directoire. Oui, bah on en est juste à 27. donc Et ça va. voilà. Tu peux y aller. Et donc, ce directoire, ce sont 5 directeurs qui changent tous les 5 ans. Mais ça va être extrêmement impopulaire parce qu'il va y avoir des coups d'État. Les Parisiens sont de plus en plus malheureux parce que ces directeurs, ce sont des bourgeois ou des anciens aristos. Enfin voilà, c'est la grosse merde. Et je vous rappelle que là, tout ce dont je viens de vous parler, il y a Pendant toujours l'ennemi. les guerres Ben oui. napoléoniennes. Ben, il y a toujours l'ennemi à nos frontières. Et qui sait qui pointe son nez pendant les guerres napoléoniennes? Exactement. Et qui sait qui se fait remarquer de façon Mais oui. super classe? Napoléon Bonaparte. Et ouais. Voilà. Et donc Napoléon se fait remarquer et en profite pour faire son petit coup d'État et mettre un terme à la Révolution française qui aura quand même duré 10 ans. Et ce qui Oui. donna la création de l'Empire. Exactement, voilà. Transition à l'épisode avant. Avant, Faut suivre, hein, c'est compliqué. Mais je compte bien un jour vous faire un petit épisode sur Robespierre pour tâcher de le réhabiliter un petit peu parce que c'est un monsieur très 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 attachant. Moi, je pense qu'on va rebooter Pardon Maman et on va refaire l'histoire, mais dans l'ordre chronologique. Grave. Donc il faut rappeler pour la genèse, d'abord. Alors, la nuit des temps. Donc voilà. Trop cool. Je crois que j'ai appris plus en 2 épisodes de Pardon Maman sur l'histoire de France que. Surtout que t'as fait plein de liens avec des sujets que t'avais déjà fait avant. Et ça, c'est bien. Et ouais. Bah, j'espère ne pas m'être trop répété. Mais non. Non, nickel. Alors, ça va être le tour de l'ami Cham. Ouais, changeons de sujet. Allez, Allons-y. Je veux un procès équitable. Accusé, levez-vous. Mais enfin, on a tous des proches qui se sont fait bouffer. Les animaux mangent les corps. l'affaire de Falaise. Une incroyable histoire qui mêle gore et insolite. C'est l'histoire du mystère qui entoure la mort du petit Jaunet le Mot, en l'an de grâce 1385. Nous sommes donc au Moyen-Âge, le 25 décembre 1385 pour être plus précis, dans la petite commune de Falaise en Normandie, à 40 km de Caen. Justine et Étienne Lemot retrouvent leur enfant sans vie à l'endroit où ils l'avaient laissé, sur de la paille dans l'étable. Le petit Jaunet est complètement défiguré, le menton déchiqueté, des traces de griffes partout sur le corps et des plaies bien trop profondes. Mais que s'est-il passé ? Qui a pu assassiner ce pauvre petit Jaunet, le jour de la naissance de Jésus en plus ? Nous allons suivre le pas du vicomte de Falaise, Jean d'Harcourt, qui s'est occupé de l'enquête. Donc le vicomte de Falaise se rend au lieu du crime. Sur place, il trouve le corps inanimé de Jaunet, ses parents et une dame. Et quelqu'un. Attends, mais ses parents et la dame étaient aussi inanimés ? Mais non. On a resté Le silencieux corps- 8 minutes et là on ne tient plus. Le corps inanimé de Jaunet, virgule, ses parents, virgule, et une dame. Et ça, c'était quand, tu dis ? Il y a plein d'hypothèses Allez, je te laisse pas différentes. faire, vas-y, continue. Donc Jean d'Harcourt reconnaît cette dernière femme et il s'agit d'Alix Métivier. C'est une guérisseuse. Donc je vous rappelle qu'on est au Moyen-Âge. À l'époque, l'autopsie est formellement interdite.
Ah par ouais. l'Église. Bah oui, sinon t'es carrément excommunié. Ok, je savais pas. Carrément. C'était Ah même bah pas oui. juste excommunié, Ah tu mais es carrément excommunié. Et du coup, il y a quelques chirurgiens et barbiers qui essayent quand même, malgré ce risque-là. Mais personne ne s'y aventure quand même. Et du coup, naturellement, les premiers soupçons sont envers Alix. Parce que, voilà, elle est bizarre. C'est Et louche. donc, c'est sûr, elle est juste guérisseuse, mais peut-être qu'elle a subi, elle s'est dit, ouais, c'est trop tentant et tout, il y a un petit gamin, il va jamais s'en souvenir, il va pas dire aïe, donc je peux faire des tests sur lui. Donc c'est peut-être une proie facile. Et en plus de ça, sur la porte d'entrée de chez elle, elle avait cloué une chouette effraie. Et au Moyen-Âge, c'était le symbole de l'hérésie. Ok. Spécial comme une- sonnette quoi pour rentrer chez toi. Appuie sur la chouette. Le vicomte, il agrandit sa liste de suspects avec aussi les parents. Ils ont peut-être en fait abattu avec une fourche, qui sait, le petit gamin. Propre, donc. Non mais à l'époque c'était tout ce qu'ils avaient sur la main quoi. Et il faut se rappeler aussi qu'on est en hiver en fait. On est aussi en pleine guerre de 100 ans. Les temps sont durs et une bouche à nourrir en moins, ça permet peut-être de mettre un peu plus de beurre dans les épinards à la fin du mois quoi. Ok, ouais, ils se sont dit, on a trop de charges. C'est ça. Ok. On tue un gamin, on a moins de personnes à nourrir. Voilà, c'est parti. Ça se tient, ça se défend. Du coup, il commence à interroger, le vicomte commence à interroger la famille Lemot. Commence à dire à la mère, où est-ce que t'étais le soir où ton petit est mort? Elle lui répond, j'étais au fourneau, j'étais en train de préparer le petit repas de Noël. Et vous, Étienne, donc le père, lui dit, moi je coupais le bois. C'était la famille Inga. Moi, je courais dans la descente. Et puis, il commence à se poser des questions, il dit, qu'est-ce qu'il faisait tout seul, le gamin, dans l'étable? Et il dit, coupait du bois aussi. il dormait, on l'avait posé sur la paille parce qu'il faisait trop froid. Et quand on est revenu, le gamin, il était mort. Voilà, sacrilège. Shit. Mais il y avait un petit truc quand même qui dérangeait le vicomte dans toute cette histoire. Parce que certes, peut-être que c'était Alix, peut-être que c'était les parents, mais ça explique pas pourquoi est-ce qu'il y avait autant de griffes sur le bébé. Ouais. C'est peut-être une fourche, ok, mais c'est quand même bizarre. Et du coup, le vicomte, il s'est dit, c'est peut-être un loup. Peut-être. C'est Colombo le mec quoi. Voilà. Inspecteur d'Eric. Ouais. Ah, mais le père de famille, il s'est dit non, je suis pas sûr parce que attends, on est dans une étable, on a 15 brebis. Ils auraient bouffé un mouton. Pourquoi est-ce qu'ils bouffent même pas, ils déchiquetent juste le menton du gamin et puis ils se cassent. C'est pas normal. Peut-être pour l'apéro. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Enfin bref. Du coup, le lendemain, à l'enterrement du petit Jeunet, il recroise Alix. Et cette dernière lui dit que le père Arnaud du village à côté aurait vu une truie passer en direction de Falaise le soir du crime. Qu'au Moyen-Âge, il y a beaucoup de porcs qui sont en liberté. Parce que ils servaient de... Ils bouffaient tous les déchets, quoi. C'est ça, c'était des éboueurs, quoi. Du coup, il s'est dit, il prend l'information à la légère, il se dit, ouais, c'est pas si suspect que ça, on s'en fout. Enfin bref, du coup, le soir, rentrant chez lui à cheval, le vicomte aperçoit au loin une grosse fumée noire et un début de feu dans une baraque. Du coup, il galope pour voir s'il aide et il remarque que c'était la ferme de la famille Lemot. Il s'est dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, il trouve le père et un voisin en train de lutter avec une énorme truie qui était rentrée dans l'étable, qui a renversé un meuble avec une bougie ou un truc dessus. Et du coup, ça a foutu le feu sur dans toutes les tables. Connasse de truie. Voilà. Et il faut se dire qu'ils se sont mis quand même 1 heure à immobiliser la bête avec une corde et une fourche. J'ai l'impression de regarder le pacte des loups. Tellement c'était une grosse quoi. Voilà, une grosse truie comme tu dis. Et du coup, ils ont attrapé le coupable en flagrant délit. La truie est donc emprisonnée et elle va avoir un procès 2 jours après. Ne vous inquiétez pas, vous allez dire oh la pauvre petite truie et tout. Elle a quand même eu le droit. Comment elle va trouver un avocat? Elle a quand même eu le droit à un avocat commis d'office. Du coup, le jour du procès, il faut imaginer qu'ils ont pris 4 heures pour transporter la truie de la prison au tribunal, tribunal entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'elle C'était voulait une pas bonne être- truie. Ah, parce que c'était the truite. C'était une bonne truie. Enfin, truite, non, truie. C'est pas pareil. Une truie arc-en-ciel. Donc, il y avait Monseigneur Sylvestre de la Cervelle, c'était le juge, il y a un drôle de nom.
il lance le procès. Et juste une petite anecdote au passage, on apprend au final que le petit, comme j'allais dire le petit Grégory, maintenant, le petit gamin là, il s'est retrouvé tout seul parce que le couple est parti baiser. Il s'est retrouvé sans surveillance parce qu'ils se sont dit, oh là là. Qu'est-ce que tu es belle Qu'est-ce que tu es belle, soir. Cunégonde. Qu'est-ce que tu es beau Dans le pendant que tu reflet de coupes ce feu de chaumière. C'est ça. Du coup, un gros esprit familial qui l'ont abandonné juste pour aller baiser. Mais l'avocat de la truie, il a quand même essayé de la défendre. Il a dit, mais il faisait froid, il faisait sombre, elle avait faim. Quand elle s'est retrouvée dans l'étable par hasard, elle a vu le gamin, et vu qu'elle a une mauvaise vue parce que c'est une truie, elle a confondu le gamin avec un navet. Il s'est dit, j'aime pas de mousse. Du coup, elle savait pas que c'était un être humain. Donc, elle commence à croquer, et quand elle réalise que le navet bouge, Désolé. elle s'est dit, ah merde, et du coup, elle s'est barrée. Okay. Ça, c'est la défense. Ça se tient. Ça se tient, mais pas vraiment, parce qu'au final, le juge, il a dit, c'est pas vrai. Du coup, le juge, il s'est quand même donné 1 heure avant de donner son verdict, et il applique la loi du talion. Donc, comme le gamin, il s'est fait arracher le menton, qu'est-ce qu'on va faire ? On va arracher le menton. On va troncher le groin. Elle va porter un masque à visage humain et une veste et une culotte. Qu'elle soit comme un. Ça va, c'est pas trop glauque. C'est cool. Ça. Ça part en couille. Mais un truc de fou. George Orwell, la ferme des animaux. Et après tout ça, elle sera pendue par les pattes jusqu'à ce qu'en mort s'en suive. Ah oui, donc c'est pas du tout la loi du talion, quoi. Si, c'est la loi du calme-toi tout de suite. C'est la loi du Staras. Mais du coup, elle a quand même souffert. Bah ouais, comme le gamin. Et aussi, il faut savoir que les parents aussi ont été condamnés parce que ils ont abandonné le gamin. Bah oui. Ils auraient pu prendre cher, mais leur avocat a dit non mais abandonner le gamin parce qu'ils sont amoureux, c'est pas très très grave. Du coup, le juge, tout ce qu'il a dit, comme punition, vous allez assister au supplice. Donc ça se termine le 9 janvier 1386. Le bourreau fait son travail. Donc voilà, donc je vous parle de ça parce que sur Twitter, il y a eu un petit thread entre Fanny Como et puis un commentaire de Terry Lair qui ont dit qu'il n'y avait pas de podcast spécialisé dans les affaires criminelles et dans les podcasts animaliers. Et moi, je vous combine les deux. Des deux. This is a remix. Ah, quel champion. Et juste pour terminer, il y a plein de cas comme ça au Moyen-Âge. Je vais vous donner juste quelques petits exemples. En fait, les procès d'animaux au Moyen-Âge, c'était très récurrent. Il y en a qui sont très très drôles. En 1120, il y avait des mulots et chenilles excommuniés par l'évêque de Laon. En 1451, des sangsues excommuniés par l'évêque de Lausanne. En 1474, et celle-là, elle est magique, un coq a été condamné à être brûlé par sentence d'un magistrat de Bâle pour avoir pondu un œuf. Quoi ? Et en 1500, il y avait une sentence de l'official contre les Charançons et les sauterelles qui désolaient le territoire de Milèze. Et juste pour finir, en 1585, ça c'est la préférée de Camille, le grand vicaire de Valence fait citer les chenilles devant lui, leur donne un procureur pour les défendre et finalement les condamne à quitter le diocèse. Allez, parez-vous. Vous avez 2 jours. Parfait. Génial. Si vous aimez les cochons tueurs, il y a un film australien qui s'appelle Razorback, qui est sur un sanglier tueur. Voilà. Et sur les pneus qui tuent des gens aussi, Rubber. Rubber, mais ça n'a aucun rapport avec les cochons du coup. Non, mais c'est des trucs qui tuent des gens. Il y a Christine aussi, le film avec la voiture tueuse. Et il y a La Grande Bouffe aussi. On va lui dire des bêtises, on va lancer le sujet de notre invité. Autour de Stan. Les gars, êtes-vous prêts à connaître l'aventure? Oui, chef! C'est l'aventure. Faut avoir la jeunesse et la santé. Si tu as faim, tu manges. Tu as soif, c'est l'aventure. Tu bois. Entre vite chez toi, prends une bonne douche, il faut que tu te reprennes. L'aventure, symbole d'inconnu, de découvertes fantastiques, d'exploits héroïques. On pense aux récits de chevaliers de la table ronde, accomplissant des quêtes toutes plus mystiques les unes que les autres. On pense aux Vikings, ce peuple de géants sans pitié, qui du haut de leurs petits dracards pouvaient se permettre, à chaque fois qu'ils partaient, de ramener des récits de leurs fabuleuses épopées. À l'époque, on pouvait être le premier en tout assez facilement. Il n'y a qu'à voir Magellan qui s'est mis en tête qu'il serait le premier à faire le tour du monde. Et puis ce très cher James Cook, fin 18e, avec son storytelling personnel qui vend du rêve. Le petit commence mousse, il intègre des expéditions scientifiques, et puis il s'attire les bonnes grâces de la couronne d'Angleterre, ce qui va lui permettre de lever des expéditions
vers le mythique et inconnu continent austral, et découvrir une terre peuplée de kangourous. Et il s'est même payé le luxe de donner le nom de Sandwich à des îles. Aujourd'hui, à l'heure où un satellite te localise un lemming dans la toundra avec une précision diabolique, où tout est nommé, où la conquête spatiale n'est qu'à l'état de projet papier, et que l'exploration de l'infiniment petit reste encore dans les cordes, on est bien en droit de se demander ce que c'est partir à l'aventure au XXIe siècle. Alors, en attendant que Elon Musk nous ait inventé le moyen d'aller sur Mars en moins de 3 mois, je vous propose un moyen très simple de partir à l'aventure. Et non, il ne faut pas avoir fait un stage chez les dragons parachutistes du 13e RDP, être le petit-fils spirituel de Mike Horn ou l'enfant oublié de Sylvain Tesson. Alors, puisqu'on est dans une émission de vulgarisation, je vais essayer de vous démystifier un peu tout ça, pour prouver que c'est à la portée de tous, et oui, que c'est encore possible, et bien plus simple qu'on ne le croit. En gros, il suffit de couper son smartphone, d'ouvrir sa porte et de partir marcher. Voilà, comme à l'époque des Vikings. Donc ça, c'est accessible à n'importe quelle personne normale. La preuve, je suis parti une dizaine de fois et je suis toujours revenu vivant. Et je suis un mec plutôt normal. Stan est bien vivant avec nous et il va nous parler de ses aventures. Mais du coup, comment ça t'est venu ces envies d'aventure ? Ça m'est venu dans la voiture de mes parents quand j'étais petit, parce qu'on partait tout le temps en Lorraine, justement. C'est en Lorraine que ça m'est venu parce qu'on faisait souvent des allers-retours Alsace-Lorraine et on était tout le temps dans la voiture à suivre des routes et moi j'en avais marre. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je pourrais pas faire du hors-sentier et partir dans les champs et marcher tout droit. Voilà. T'avais quel âge ? Parce qu'on était sur l'autoroute. Oui, clair. T'avais quel âge ? J'étais pas majeur parce que mes parents m'ont dit non quand je leur ai dit que je voulais faire ça. Donc j'ai attendu mes 18 ans pour le faire. Ah mais là t'avais quoi ? T'avais 8 ans ou t'avais 15 ans ? 15 ans, 16 ans, ouais. Oui, alors pour resituer, parce qu'on n'a peut-être pas forcément situé, ouais. Mais donc t'es un aventurier moderne, tu fais quoi ? Tu fais des aventures de 2 semaines, 1 mois ? Alors j'ai commencé avec 7 mois. jours, ensuite j'ai fait 3 semaines, c'était un peu violent, donc j'ai réduit de nouveau à 15 jours. Ouais. Et la dernière en date que j'ai fait, c'était la Laponie pendant 4 semaines. Ok, oui, donc en Laponie quand même. Ton kiff perso, ta passion perso, c'est de partir... De toute façon, tu vas Plus ou nous moins au milieu de rien, avec ton sac à dos, et tu vas pas faire le tour des guest house au Laos. Non, tu vas... pas du tout ça. Pas d'Airbnb. Non, c'est pas ça. Bon, en général, je reste dans un petit hôtel avec un drone, et puis voilà. C'est ça, du moment qu'il y a un Wi-Fi, en voilà, fait. c'est ça. Tout va bien. Ouais, donc le but, c'est d'être... qu'est-ce qui te fait kiffer particulièrement ? C'est le fait d'être tout seul, dans la nature, au milieu de rien ? Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui te fait... Ce qui me fait vraiment kiffer, c'est vraiment de partir et de n'avoir plus aucune contrainte à part manger, boire et dormir. Et puis le hasard total. Ouais, c'est l'esprit d'indépendance. C'est ça. Et le fait qu'on fait des rencontres de dingue, même paumés dans la toundra. Mais avec des êtres humains ? Avec des êtres humains. Ah, cool. Des chenilles. Je me dis, genre, bon, un cerf. Des chenilles excommuniées aussi. Tu m'avais pas parlé de 2 jeunes femmes que tu as rencontrées lors de ta dernière aventure ? Ça c'était balance. Assez marrant. Parce que souvent, quand on part en voyage, on part avec le petit fantasme marrant. On se dit, tiens, ça pourrait être marrant que je rencontre 2 Finlandaises blondes en Laponie. C'est vrai que ça pourrait être marrant. Tu pars en toundra. Et puis tu dis que tu vas pas en rencontrer, tu pars, tu rencontres des rennes, tu vois. Voilà, bon, ça passe. Ouais. Et puis un jour, en plein milieu d'une tempête, oui, j'ai croisé 2 Finlandaises super sympas. On a fait des crêpes. Et jusqu'à 2h du matin. Non. C'est une expression. Oui, on a fait des crêpes jusqu'à 2h du matin. Ça peut pas être même pas. Mais qu'est-ce qui prend aussi longtemps dans le fait de faire des crêpes ? C'est qu'on avait un petit poêle et avec une bûche. Tout le monde, je comprends. Quand tu pars en voyage, tu t'occupes pas de ces choses-là. Et que les crêpes, tu as mis combien de temps pour faire les crêpes, Camille ? Camille nous a fait des crêpes. Oui, elle nous a fait des crêpes. J'ai mis 40 minutes. Et ben nous, c'était à peu près 20 minutes par crêpe. Ah ouais. On a mangé 2 crêpes chacun, on était extrêmement contents. C'était vraiment génial. Hein. Mais vous aviez de quoi ? Oui, j'ai faire des conneries, vous deviez faire des crêpes, oui, j'imagine. Mais ce qui était assez extraordinaire, c'est que moi j'avais mes rations, ça faisait 3 semaines que je marchais, et on se rencontre. Et là, elles me disent qu'elles ont de la pâte à crêpes et qu'on va faire des crêpes. Salut, j'ai de la pâte à crêpes. Elles avaient de la pâte à crêpes lyophilisée. Elles ont traité un phoque. Et puis, C'était un truc assez extraordinaire. Parce que c'était, au bout de 2-3 semaines, c'était en pleine tempête, il commençait à neiger. On était au mois d'août. Et donc c'était un petit peu violent. Et là, j'avais peur. Et je ne savais pas où j'allais dormir, ni que j'allais trouver une petite cabane. Et ça faisait combien de temps que... Genre ton précédent refuge, il était à... Précédent refuge, il était à... je me souviens plus. Il y a à 5 jours de marche. Oh shit. Voilà. On fait pas les mêmes vacances. Non. On fait pas du tout les mêmes vacances.
Et donc là, je ne savais pas que j'allais trouver quelque chose. Et sur ma carte, j'ai vu un petit triangle noir et je me suis dit, ça veut dire qu'il y a un petit abri. Donc je me suis dit, quête de finlandaise, je suis chaud. je fonce dans cette direction, sans savoir qu'il y avait vraiment quelque chose. Et là, je trouve une petite cabane. Et il y avait les 2 finlandaises, la pâte à crêpes. Et elles avaient même une petite guirlande de Noël. Donc on était à 2h du matin, ils tiraient la petite guirlande de Noël. Au mois d'août. Parfait. C'était juste extraordinaire. Mais et elle venait faire quoi là? Alors elle s'était paumée parce qu'elles avaient fait un road trip. J'imagine. L'Iran, c'est par là. Elle s'était fait un road trip à 2 entre copines et elle s'était aventurée un peu trop loin et elles étaient complètement paumées. Et voilà. Ok, Donc, c'était très marrant. belle rencontre. Ouais. Est-ce que tu as un autre exemple comme ça de rencontre un peu improbable? C'était 15 jours avant, toujours en Laponie. Je suis dans un canyon, je rencontre 2 personnes, on se dit salut, c'est fini. 3 heures plus tard, je me pose près de la rivière, ils repassent. Là, je parle un petit peu avec. Quand je dis ma destination, la femme du pêcheur s'en va, elle revient avec 4 canettes de coca. Donc là, c'est comme si à Paris, une femme m'invite dans un hôtel 4 étoiles au restaurant à la sortie du métro de la ligne 9 de métro Cadet. Sympa. C'est extraordinaire. Et puis, donc on se quitte de nouveau après. Et le lendemain matin, donc là, je suis dans le canyon, dans les marais. C'est vraiment... j'en ai marre parce que t'as des moustiques partout. Ça faisait combien de temps que tu étais parti? Là, ça faisait 10 jours que j'étais parti. Et donc là, j'en avais juste marre. Parce que dès que je m'arrêtais, tous les moustiques venaient. J'avais faim, j'étais dans la boue. Et je me dis, mais ça serait quand même cool si j'avais un bateau. Et à ce moment-là... Des rêves simples. Des rêves super simples. Et à ce moment-là, je me fais une petite pause avec... J'avais de la viande séchée que je commençais à manger. Je remarquais qu'il en restait quasiment plus. Donc j'ai dit, merde, je suis au fond d'un canyon. Il y a des ours pas loin, donc il faut que je fasse du bruit pour qu'ils m'entendent. Et puis là, je revois les pêcheurs qui passent et puis ils me font coucou. Je les salue et puis t'as le mec qui me propose de venir dans la pirogue. Et donc pendant 1 heure, je descends le canyon en pirogue. Donc mon désir s'est réalisé en l'espace de 1/4 d'heure. Trop bien. Et ça, c'était juste extraordinaire. Et super sympa. Et est-ce que tu as désiré d'autres choses un peu folles comme ça qui se sont réalisées? Les Finlandaises, on en a déjà parlé. Alors ça, c'était en Islande. C'était au bout du 5... Alors j'ai commencé en Islande. Alors pour resituer tout ça, j'étais parti 15 jours. Et j'ai marché pendant 5 jours dans une zone, dans les hautes terres centrales. Donc c'est le désert, t'as du sable noir, il pleut, il fait gris, donc t'es en noir et blanc, t'es seul, et la seule forme de vie la plus élevée à part toi, c'est la mousse. Et t'en as pas tout le temps. Donc c'est un peu dur. Il y avait peut-être des vers de terre dans la mousse. Même pas. Ah. Non, parce que c'est du sable, donc il n'y a pas de vers de terre. Ah. C'est pire que ça. Et donc t'es seul, il pleut, t'en as marre, il fait froid, et tu te dis mais pourquoi je suis allé là au mois d'août? Et puis, petit à petit, tu rentres dans tes rêves, tu commences à rêver. Et puis, j'ai rêvé. Tu deviens fou, quoi. Tu deviens, ouais, franchement, tu frôles un petit état assez étrange. Ouais. Et pendant une nuit, j'ai rêvé. Donc là, c'est un peu le délire avec les gnomes et tout. Hein. On part en Islande. Okay. Qu'un petit gnome m'avait sauvé. Parce que dans les rêves, tu cherches à fuir la réalité. Ouais. Et que ce petit gnome m'avait sauvé, il m'avait amené dans une cabane. Petite cabane, pas très loin. Au fond du jardin. Et donc le lendemain matin, je me réveille, je traverse la rivière Tugna. Donc là, c'était la première rivière de 300 mètres que je traversais, à gué. Donc c'était vraiment pas facile. 300 mètres? Ouais. Donc là, je me suis dit... De toute façon, j'avais pas envie de revenir en arrière parce qu'elle traverse tout le pays. Donc soit je devais retourner en arrière, soit la traverser. Oh. Donc là, il fallait que je fasse un choix, je l'ai fait. Oui. Et après, j'ai craqué, psychologiquement. Ok. Et donc, j'ai abandonné mon plan à vol d'oiseau qui était de faire du nord-sud. Et j'ai commencé à errer sans réel but dans le désert, sans plan. T'as entamé le mode survie, quoi. Le mode craquage, je n'ai plus rien à foutre, je marche. Et j'ai trouvé une petite cabane qui correspondait au rêve. Donc, c'est intéressant. Et la cabane n'était pas sur le plan. Et c'était un truc de dingue. Ah, c'est ouf. Donc c'est assez impressionnant. Est-ce que tu t'es posé des questions sur le sens de la vie, sur la providence, sur je ne sais pas? À ce moment-là, quand j'ai trouvé la petite cabane, le temps a changé. Et il a fait beau, donc j'ai dû passer de 9 degrés à 15 degrés quand j'étais à l'abri du vent. Et là, je n'ai jamais pris de drogue, mais je pense que ça doit faire ce même effet-là, c'est que j'ai vu un rêve éveillé. Je n'avais pas vu de pâquerette, donc je n'avais pas de raison de penser à avoir une pâquerette, et j'avais l'impression que j'étais comme une caméra dans la pâquerette et que je voyais une abeille en live qui butinait la pâquerette, sauf que je voyais tout le décor réel derrière. Tu t'es fait violer par un ours, gros. T'as mangé des baies un peu chelou. Et là, je n'avais rien mangé parce qu'il n'y avait que du sable. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu un gros délire piscine en disant que tout était connecté et tout. Et puis après, tout est revenu. Et là, après, j'ai eu besoin de voir du monde parce que ça faisait 10 jours que j'avais vu personne.
Ok, Et mais quand même. Mais c'est assez fort hein, quand tu vois aucune trace de vie humaine. Quoi. Ah bah oui. Ouais, t'as des petits trucs comme ça. Et souvent, tes désirs, quand tu les désires vraiment, dans ces moments-là, comme ils sont assez simples, tes désirs, bah, ils se réalisent. ils se réalisent parce que t'es en dèche et qu'au final tu finis par les trouver, ou ils se réalisent parce que genre tu pousses jusqu'au bout jusqu'à les trouver et que c'est ta Je pense qu'il y a plein de pugnacité choses qui se fait passent que- en toi qui fait que tu fais tout pour les avoir et que tu te rends pas compte. T'as l'esprit qui prend les bonnes décisions. C'est ça. Mais c'est assez dingue, Instinct de survie, franchement. impressionnant. Cool. Et du coup, alors qu'est-ce que tu peux me décrire un peu comment se forment tes périples? Comment je les prépare? Ouais, déjà, comment tu choisis où aller? Différentes phases de préparation. Alors Qu'est-ce souvent, qu'est-ce que tu ramènes et comment ça se passe une fois là-bas? ouais. Alors donc il y a une première phase, donc c'est déjà l'envie. En général, ça vient au bout de 1 an. C'est là j'ai vraiment envie de partir. Ça va un peu tout démystifier, mais je vais sur Google Vol. Je fais tourner la Terre et je vois les vols qui sont pas trop chers. Ça démystifie effectivement. Dans des zones Tunisie. dans des zones qui sont pas trop chaudes, parce que ce que j'aime pas, c'est marcher et suer et puis être à 30 degrés et puis avoir ça. Alors que moins 20, ça va. Alors que 8 degrés, quand tu marches, c'est parfait. Certes. Et pas trop de forêt, donc tu vois bien, donc c'est plutôt sympa. Donc je privilégie ça. Ensuite, c'est très simple. Prendre un billet d'avion ou de train ou même ouvrir ta porte et juste marcher dans la forêt à côté. Et ensuite, tu prépares ton sac. Donc là, tu prends des rations. Moi, ce que je fais, c'est des rations déshydratées, une à midi, une le soir. Je me prépare, le plus important, c'est le petit déjeuner. Donc c'est du muesli, l'art de préparer son muesli avec du lait en poudre et du sucre. Ça te fait toute ta journée. Attends, du muesli avec du lait en poudre et du sucre? Ouais, parce que quand tu mets du lait en poudre et du sucre dans ton muesli et que tu mets de l'eau, bah, ça te fait du lait. Ça te fait du et t'es béton. super content. Ah non, mais du coup. C'est un truc de dingue. Ah, mais tu prends du muesli quand même? Ouais, bien Ah sûr. oui, d'accord. Ouais. Tu me disais avec genre sucre en poudre. Tu poses les questions les moins pertinentes. Mais si, attends, mais non, je suis désolé, mais moi, l'alimentation, quand tu pars 3 semaines seul tout, bah ça me paraît super Oui, mais important. on s'en fout du muesli. Vas-y, continue. Pardon, vas-y. Et puis des amandes. Et puis aussi un truc super important, c'est de prendre. Alors ça j'ai découvert pour la Laponie, c'est de prendre des petits jambonneaux. Je le recommande à tout le monde qui part en trek. T'as ton petit jambonneau, il te fait 1 semaine. T'en prends 3, tu peux partir 3 semaines, 4. Tu peux partir 4 semaines. C'est pas trop salé? Bah non, parce que en fait c'est la seule source de sel que tu prends. Donc, du coup, t'es au super final, c'est content, pas quoi. mal. Pouvez-vous expliquer au petit arabe du groupe qu'est-ce qu'un jambonneau? C'est un petit quart jambon. de jambon. C'est un petit jambon. Oui, c'est ça, c'est un D'accord. petit jambon. C'est un petit Comme une jambon. bolinette, quoi. C'est mignon. Ok. Voilà, et ça se limite à ça, avec des pastilles pour décontaminer l'eau, mais quand tu pars en Laponie, en Islande, tu la décontamines pas parce qu'elle est pure. Ouais. Ça, c'est génial. Attends, mais tu pars. Genre vraiment. Désolé, mais je fasse sur la bouffe, tu pars vraiment avec que ça. Des Genre, rations, ouais. ton petit-déj, le jambonneau et les pastilles. Et non, et une ration midi, une ration soir. Ah oui, d'accord, ok, Ouais. parce que je me suis dit, Mais J'aurais ce qui est assez jamais marrant, fait c'est quand je pars, en général, la première semaine, j'ai pas faim. Par exemple, en Laponie, quand je suis parti, je mangeais que le matin. Et midi, Ok. je mangeais pas, et le soir, j'avais pas non plus faim. Et ben ça, je peux le comprendre parce qu'il m'est arrivé une petite aventure un peu dans le même Ouais. style, de manière fortuite. Et ben, en fait, ça m'est arrivé pendant, on va dire, quelques heures et dans la montagne. Et en fait, j'étais impressionné de la façon dont le corps se Oui. conditionnait, en fait. C'est impressionnant. Genre, on pensait avoir ultra soif, ultra faim, etc. Et en fait, pas du tout. Genre, Ouais. ni soif, ni faim. Et bon, bah, fatigué le lendemain, certes. c'est ça. Mais bah, le corps s'est conditionné, s'est rationné et Ouais. il s'est très bien démerdé. Vous comprenez du coup comment vrai. est-ce que je survis pendant le ramadan? Mais j'ai déjà fait le ramadan, monsieur, donc je sais très... Mais non, mais typiquement, en pleine journée, je bouffe pas pendant 2 heures, je crève la dalle. Ouais, non, Et mais là, je- 12 heures je- d'affilée, pas de problème. Ouais, je Ouais. Donc comprends. c'est assez fou de voir le corps a interprété que t'allais rester là pendant 1 jour, 2 jours, 10 jours, 20 jours, et il fait son truc. Je trouve Ouais. ça assez fou. Et la résistance au froid aussi. C'est Oui, assez en impressionnant. plus. Parce que Mais tu pars, oui, avec quel matériel? Alors oui, donc ça c'était pour la nourriture, et puis pour les habits c'est tout simple. Quand dans les pays froids j'ai toujours un collant en laine, un pantalon, un t-shirt, un sweat, 2 polaires et un coupe-vent. Ok, pas mal. Et puis des sous-couche gants et un bonnet. Juste un seul de chaque. Et puis ouais, parce qu'au final petit vu damar, que je quand suis même. seul, m'en fous quoi. Pas faux, pas faux. Et puis tu le laves dans la rivière après et puis c'est bon. Pas de Gore-Tex, pas de T'attends damar. 4 semaines que c'est- Gore-Tex aussi. Gore-Tex. Ça me paraît assez indispensable quand même. Qu'est-ce qu'un Gore-Tex pour nous? C'est Personne n'en une donne. veste technique. très imperméable. C'est ouais, D'accord. c'est la structure de la veste qui fait que l'eau elle passe pas mais que ta transpiration s'évacue quand même. Ah, Voilà. ok. Oui, ça le Comme pour Gore-Tex c'est un les peu la vie. t-shirts de foot, quoi. Non. Pas du Non. tout. On t'enverra un lien. Ok. Donc une fois que t'as trouvé ta destination, que fais-tu? Et ben je prends les billets et puis je pars, tout simplement. Ok, donc tu prends pas d'itinéraire, tu... Si, je vais un peu sur Google, sur des sites
comment dire, en France, tu as Géoportail, où tu as toute la cartographie de la France qui est en IGN, et chaque pays a ça. Ok, donc Pour dire- topographie, Ouais, c'est ça. topologie, je sais pas comment on dit même. Et donc là, je me fais un parcours à vol d'oiseau pour voir un peu toute la topographie du lieu, Mhm. et les rivières, le relief trop important et tout. Et puis après, de toute façon, je sais que je m'adapte à la réalité, parce que ce que tu vois sur carte, dans la réalité... Pas toujours à jour. Ouais. ouais. Voilà, comme en Islande, c'était un petit trait bleu et c'était une rivière de 300 mètres. Donc là, Ouais. je me dis, merde. Oui, tu vois une montée, tu sais pas forcément que c'est un pierrier de 2 km de long qui se casse la gueule dès que tu marches dessus. C'est ça, et que tu vas tomber avec. Mm. Venez. Et tout à l'heure, tu nous parlais de comment tu vivais les différentes phases. Ouais. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ça. Donc il y a 3 phases que j'ai identifiées. Donc il y a la première, c'est quand tu te prends pour un winner, mais c'est là que tu as vraiment envie de partir, parce que tout te paraît possible. Quand tu vois 600 km, tu dis c'est facile, tu es devant ton petit Mac et tu fais ton parcours, donc hop, c'est bon. Easy. Donc là, tu te fais un gros truc. Donc là, c'est, je pense, l'énergie essentielle pour se dire que tu vas le faire. Ça te pousse à partir. Et ensuite, tu as la phase du craquage. En général, le craquage, plus j'en fais, plus ça se repousse. Le premier que j'avais fait, j'avais craqué au bout du 3e jour. En Islande, c'était au bout du 5e. En Laponie, c'était au bout du 15e. Et c'est cette phase où il faut que tu te laisses pleurer. Il faut que tu évacues tout. Donc là, en général, tu arrêtes de marcher. Parce que quand tu marches, tu peux te tordre un truc, tu peux te faire mal, tu peux te faire des grosses bêtises par inadvertance. Tu te laisses craquer. Et une fois que tu as craqué, il y a la phase du post-craquage. Et c'est là où, au final, c'est un peu comme ce dont je vous ai parlé en Islande. Quand tu te mets à... T'as tout lâché. Et puis tu marches tranquille, t'es en mode C'est vraiment pour ça que t'y vas. hyper. finalement. Ouais, c'est ça. C'est pour cette phase-là. Les vraies vacances. C'est ça. Mais c'est assez marrant parce que dans les marches de longue distance, on voit les gens qui ont craqué. Quand je rencontre des gens, c'était en Laponie parce que j'ai fini sur le trail arctique, je voyais les trailers qui étaient en mode super sportif. Tu sentais que ça faisait qu'une semaine qu'ils marchaient. Ils te regardaient pas, il n'y avait pas de sourire, ils étaient en mode gros défi. Toi, ça faisait déjà 3 semaines que tu marchais, tu étais en mode pépère et tout. Et quand tu voyais un autre mec au loin qui s'arrêtait, quand il te voyait, qui te faisait un super sourire, qui te faisait coucou, là tu savais que le mec avait déjà 800 bornes dans les pieds et qu'on allait parler pendant un quart d'heure, échanger de la bouffe, parler de la météo et puis se faire un grand sourire et puis... Ouais, le mec, ça fait 3 semaines qu'il a vu personne. Super pépère quoi. Et ça, tu sais que le mec a craqué, qu'il est en mode bien quoi. Qu'il a tout lâché, qu'il est un peu serein. Mais tu croises vraiment souvent des gens dans ces conditions-là ? C'était surtout en Laponie parce que je m'étais connecté au trail là. Donc là j'étais vraiment sur le trail Sur le arctique. sentier, ouais. Sur le sentier. Donc là c'était une personne par jour. Ok. En Islande j'ai vu personne sauf quelques 4x4 avec des japonais qui couraient à fond. Voilà. C'était des super jeeps, donc là tu te croyais encore plus sur notre planète quoi. Voilà, donc ça c'était la phase de... c'est la plus importante. Et puis après plus ça dure, plus tu as des nouveaux craquages et puis de nouveau des phases de... Et est-ce que maintenant tu arrives à mieux te connaître ? Est-ce que tu sens mieux arriver les phases de craquage ? Est-ce que tu les repousses ou au contraire tu les laisses venir ? Il faut les accepter. Ok. Et Donc puis, là, une fois si elles arrivent plus tard, c'est parce que tu es plus résistant, c'est pas parce que tu arrives mieux à les gérer. Parce que je suis plus résistant, parce que les conditions climatiques, les rencontres ont fait que ça s'est repoussé. C'est vraiment très très... Ça varie. Quoi. Ok. On peut dire que ça s'en va et ça revient. Nickel. Merci Hicham. Très bien. Et en dehors de tes voyages, est-ce que tu as une préparation particulière ? Est-ce que tu fais des pompes tous les matins ? Non, à une époque, j'ai fait beaucoup de cardio. Mhm. Donc c'était tous les jours, je faisais 1 heure de cardio le soir. Puis après j'en ai eu marre, j'ai arrêté, puis j'ai vu que ça fonctionnait aussi très bien. Donc Pourquoi voilà. se faire chier, Pourquoi vraiment se faire chier, franchement. En plus, j'ai pas Instagram, alors. Voilà. Non, en fait, c'est vraiment tout se passe dans la tête. Ouais. J'ai un physique de mec normal. Ah, mais t'as une hygiène de vie particulière ou tu bouffes McDo tous les 2 jours ou... Je bouffe McDo tous les 2 jours en ce moment. Putain. Il bouffe très mal. Je mange pas très très bien, mais tu vas au mental et puis c'est le mental qui fait tout. Ah, je vais faire le petit père Castor et le petit paternaliste. Ne faites pas forcément ça. Je pense que ce mec est assez bon dans ce qu'il fait. Donc, allez-y au mental, ce n'est pas un conseil qu'on vous donne. Vraiment, je préfère le dire. Mais ça m'embêterait que notre nom soit cité pour la première fois dans les journaux à cause d'un accident. Mais une chose, il faut savoir s'écouter. Ah, ça, tu sens toujours quand ça commence à merder. Par exemple, c'était dans les Alpes. J'étais allé au printemps, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de neige. Sauf qu'il y avait de la neige parce que j'étais monté trop haut. Et donc, j'ai commencé à persévérer parce qu'il y a un truc que j'aime pas, c'est revenir en arrière. Et bon, c'est très bête, c'est juste de l'ego. Et ce jour-là, j'étais près d'une falaise et je vois le bout de neige qui tombe, je vois le petit chameau qui court, il n'y a pas de bruit. Et là, je sens que si je fais un autre pas, je tombe avec la neige. Donc là, tu te dis,
tu le sens. Et donc, tu rebousses chemin. Ok. Et pareil, tu sens quand tu craques, tu marches plus, et puis tu te laisses craquer, et puis après, c'est bon. Parce que sinon, t'as des entorses, tu te casses la gueule. Oui, surtout éviter le suraccident, en fait. Oui. Parce que... faire une pause d'une demi-journée, quelles que soient tes réserves de bouffe et tout, c'est une chose. Mais te péter la gueule, c'est clairement et ne plus pouvoir rentrer, c'est un peu embêtant. Ouais, parce que les bandages, c'est joli, mais quand on a une fracture, c'est ça. Pas bandé grand-chose. Et puis il y a un truc, c'est aussi pour ça que je pars seul, parce que quand on part à deux, souvent, je l'ai fait une fois avec un pote, peut-être qui m'écoutera. Des fois, on se motive à faire des trucs cons, parce qu'on est entre deux mecs, et puis on se dit, tiens... pression sociale, quoi. Allez, sans que ce soit péjoratif, mais allez, vas-y, et tout. Ça. Alors que non, on était hors sentier en Écosse, et puis lui il était plus petit que moi, donc plus léger, donc il arrivait à monter. Et là j'ai glissé, et puis j'ai failli tomber dans la cascade et tomber 200 mètres plus bas, et si je ne m'étais pas retenu. Et si j'avais été seul, j'aurais dit, bon, je me suis paumé, je contourne la montagne, j'y vais tranquille. Voilà, exactement. Oui, j'ai fait l'Everest. C'est ça. Ok, et alors question très très bête aussi, quand tu pars, mettons même 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce que tu fais ? À part marcher, parce que j'imagine que c'est une composante importante du trajet, parce que le monde ne bouge pas autour de toi, tu es obligé de te déplacer dessus. Mais est-ce que tu partais pour faire quelque chose ? Et est-ce que tu as trouvé d'autres choses ? Je sais pas, est-ce que tu t'es mis à recenser les plantes avec... ou j'en sais rien. Alors, quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de naturalisme, j'ai fait de la photographie animalière, j'ai fait... de la botanique, donc j'ai fait un herbier où j'ai recensé quasiment toutes les plantes herbacées en Lorraine à 30 km autour de la... Voilà, j'ai eu des petites passions. Voilà. Oh la vache. Donc un gros travail de naturalisme. C'est impressionnant. Nous on fait un podcast de merde. J'ai eu un doctorat à 8 ans, mais j'ai pas eu la place de l'accrocher parce que de toute façon j'ai pas de chez moi vu que je voyage tout le temps. Et donc ensuite quand j'ai décidé de partir, c'était vraiment que de la marche avec appareil photo. Donc je marche, je prends des photos et puis je profite du paysage. Aucune contrainte, c'est vraiment... Ok. Tranquille. Et en général, je m'emmerde assez vite, donc... You don't fucking say. Ouais. Et quand je reste à un endroit, c'est parce qu'il y a un temps de merde et que je peux pas marcher. Ok, et il y a jamais... Pardon, excuse-moi, vas-y. Mais il me semble aussi que t'es photographe aussi, non ? Je fais pas mal de photos, ouais. Donc ça te prend déjà du temps. Ça prend pas mal de temps, ouais. C'est un bon passe-temps. C'est un bon passe-temps, effectivement. Et au passage, il me semble que tu as sorti un bouquin. Oui, des photos avec de ton voyage, une jeune maison d'édition versaillaise que j'ai rencontrée au château. Comment ça s'appelle ? Avec laquelle je travaille, donc c'est Tiré du 6, avec Guillaume Demourin. Et donc... Tiré du 6 ou le tiré du 6 ? Tiré du 6, le tiré du 6. Ok, en toutes les ça. Ouais, cherchez tiré du 6 ou le pire, on vous mettra le lien. Il ne faut pas juste mettre le tiré du 6 là-bas. Non. Okay, Niveau référencement. Ça, de toute façon, je crois que ce n'est que le nom de la maison d'édition de Guillaume. Ouais. Et le nom de ton bouquin. Et donc, on a fait un livre ensemble sur mon voyage en Islande et c'est Brut d'absolu. Et donc, on a vraiment fait le choix de faire un travail photographique sur ce périple sans aucun texte. Donc c'est vraiment parce que j'étais seul, je n'ai pas parlé, c'était vraiment cette aventure avec la pluie qui est venue, le craquage et puis tout ça. Donc ce bouquin, ça retrace c'est une immersion, ouais. Ok. Et c'est organisé de manière un peu, enfin pas scénarisée, mais un peu chronologique. C'est un peu on a remis en scène mon parcours émotionnel. Donc quand on regarde les photos, c'est vraiment plus les émotions à travers ces photos qu'on ressent. Cool. Voilà. Donc c'est un livre à lire le soir au calme pour s'immerger et voyager. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? Alors on peut le trouver sur le site de la maison d'édition Tiré du 6. Et puis on peut le trouver dans quelques librairies versaillaises et sur la Fnac, je crois, mais je ne sais pas s'il l'a mis. Ah, on regardera. On récupérera tous les liens. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on vous mettra le lien. Enfin, les liens. Bah écoute, merci pour ce super récit. Bah merci à vous. Et j'ai une question de Camille. Ouais, moi j'ai juste encore une question. T'as d'autres projets du coup à venir ? Ah oui. J'ai d'autres projets, ouais. J'ai mon prochain voyage, ça serait ce que j'aimerais bien faire, ça serait la Mongolie. Donc là, peut-être plus d'1 mois. Je me dis peut-être 2 mois, ça pourrait être cool. Ça dépend du travail et de l'argent que j'ai gagné. Et puis j'aimerais bien rejoindre la Société des explorateurs français, parce que c'est composé de gens vraiment qui ont l'air géniaux. C'est des scientifiques, c'est des philosophes. Ils font avancer les choses et ils vont à fond. Et je trouve qu'en tant que jeune, c'est un truc qui m'apporterait. Donc je lance aussi un appel parce que je recherche des parrains pour l'y atteindre. Voilà. Donc voilà. Si vous avez des amis aux explorateurs français, faites-le nous savoir. Voilà, on fera passer le mot. Autant d'un côté, ça me donne envie de tester et de partir. Autant, je vais me faire tellement chier.
Mais non. Non, mais c'est là Oui, où- tu vas pleurer, ça va être tellement bien. Non, mais par tu contre, marques, ça tu- a l'air d'être une aventure assez folle en fait. Ça a Et l'air, toutes les aventures sont totalement différentes. Tu rencontres des gens, c'est dingue. mais c'est là que Rien tu vois- n'est prévu. c'est là que tu vois qu'on a des personnalités différentes. Nous, on est partis 2 semaines et j'étais bien content de rentrer chez moi parce que bon, le pire, c'est qu'on était dans des Airbnb et tout. Tu te dis putain, ma douche, elle me manque. Et le gars, il part avec 3 jambonneaux dans son sac Hein, genre, et il fait 3 semaines avec ça. Tu sais, le retour chez toi, quelle que soit ta personnalité, fait toujours du bien, hein, même si Oui. t'es parti pendant un Ouais, mois. toi C'est aussi, super du coup. content de. Je te jure que de retrouver de l'eau chaude, t'es toujours Ah, c'est content, hein, super quel cool. que soit ton Et de caractère. manger, quoi. Sur ce, ça va être au tour de Ilias. Madame, j'ai été charmé. Positivement charmé. Est-ce que vous aimez le sexe, monsieur Lebowski? Sans-moi ça, si ça sent bon. Est-ce que vous, Yvain, seriez éventuellement séduit? L'odeur n'est pas mauvaise, mais le goût. Ah, parlons phéromone, comme on le disait, la Saint-Valentin approche, donc j'ai pris un sujet proposé par un ou une auditrice. Qui donc, était on ne sait pas, on n'a pas les noms, parce qu'on n'a pas récupéré Ah les noms. mince. Ah mais oui, n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs, parce que j'imagine qu'il s'agit de personnes qui sont sur Twitter ou Facebook. Possiblement. Donc ça va parler phéromone. Alors déjà pour vous, phéromone, qu'est-ce que ça vous évoque? Fourmi. Ok. Mais quand on parle phéromone, très souvent, bon, côté animal, on a le côté échange de messages, mais côté humain, cherchez simplement phéromone humaine. Voilà, exactement. Phéromone humaine sur Google et vous êtes tombé sur une plâtrée d'articles, tous plus pourris les uns que les autres, sur le langage de l'amour par les odeurs des sels. Donc, moi, je parle un petit peu de ça, puis voir ce qu'il en est. Déjà, les phéromones, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un terme qui a été créé en 1959, et c'est une contraction de phérein, qui veut dire transporter, et hormone, qui veut dire mettre en activité. Donc, c'est du grec ancien. Donc, je fais une petite traduction maison. J'ai adapté un petit peu pour que ça corresponde, pour que ça soit plus compréhensible. Et globalement, comme leur nom l'indique, les phéromones sont un peu comme des hormones. Donc les hormones, c'est quoi? C'est une substance chimique qui est libérée dans le corps et qui va avoir une action spécifique. Donc par exemple, dans le corps humain, on a la testostérone, l'œstrogène ou l'insuline et bien d'autres. Et les phéromones, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une substance chimique qui induit une réaction innée, ça c'est très important, chez des individus de la même espèce. La différence avec les hormones, c'est qu'elle va être expulsée en dehors du corps pour atteindre leur cible. Le récepteur de ces phéromones, c'est généralement l'organe voméronasal. Donc c'est lui qui récupère tout ça. Et la plupart du temps, chez la plupart des espèces, il est proche de l'organe nasal. C'est pour ça qu'on rapproche très souvent les phéromones de ce qui est lié à l'odorat. Mais les phéromones n'ont pas d'odeur à proprement parler. Et c'est juste qu'on les ressent au niveau du nez, quoi. Ouais, la plupart du temps, chez les espèces, c'est proche du nez. Donc chez les animaux, c'est un système de communication qui est très utilisé parce que les phéromones, c'est des molécules qui contiennent des informations, comme on disait, et qui vont développer des réactions chez la cible. Et donc c'est très développé chez certains animaux, et la réaction est plus ou moins forte suivant les espèces. Donc il y a une certaine expérience, par exemple, où on prenait un tampon imbibé de certaines phéromones et on l'exposait à certaines espèces. Quoi, un tampon? Non, il a cru que tampon, ça voulait dire... Non, de la ouate. On prenait de la ouate imbibée de certaines phéromones et on l'exposait à des animaux qui réagissaient à ces phéromones, de la bonne espèce, on va dire. Donc chez certains animaux, ils ont été excités par ces phéromones, donc excités, et ils allaient chercher un partenaire pour s'accoupler. Là, c'est une réaction adaptée. Et il y a d'autres espèces, souvent des insectes, qui, exposés à ces phéromones, vont essayer de s'accoupler directement avec le tampon. Donc là, c'est une réaction qui n'est pas du tout adaptée et totalement, un peu directe, quoi. Il faut savoir que les phéromones, c'est pas forcément lié au sexe ou au comportement sexuel. Donc il peut y avoir des indications de territoire, de chemin, de danger. Donc par exemple, il y a des poissons qui sécrètent des phéromones quand ils sont blessés pour signaler le danger. Donc en fait, on peut faire passer plein d'informations par les phéromones, du style va par là, pas par là, là c'est danger, là il y a de la bouffe. Typiquement l'herbe à chat, je sais pas si c'est classé dans les phéromones, mais... Alors, je me demande, parce qu'effectivement ça m'a l'air inné, l'herbe à chat, c'est pas appris, parce qu'un chat qui a jamais vu d'herbe à chat, tu lui files ça, il va réagir. Donc je pense que c'est phéromonal, mais je saurais pas dire, j'ai cherché dessus pourtant, mais je sais pas dire le produit. Et un petit détail là, c'est chez les souris, c'est l'effet Van der Berg, donc effectivement les phéromones ça peut être très puissant, c'est en fait l'accélération de la puberté des souris femelles sous l'action de phéromones mâles. Donc si tu mets des souris femelles près de souris mâles, leur puberté va s'accélérer sous l'effet de leurs phéromones, et ça peut aussi régler ou dérégler leur cycle sexuel par l'action ou la proximité des mâles aux alentours. C'est-à-dire que si on leur fait l'ablation de l'organe voméronasal, elles vont potentiellement avoir une sexualité qui est déréglée, voire totalement neutre. Totalement bridée, ouais. Chez l'homme, qu'est-ce qui se passe? Chez l'homme, l'organe voméronasal, c'est dans la cloison nasale.
donc c'est vers le nez. Il peut y avoir des communications possibles avec le palais, donc avec la bouche, de par un petit canal qui traverse. Donc il y a, avec beaucoup de pincettes, une possibilité d'échange de phéromones lors du baiser. Et l'organe donc chez l'homme est bien visible chez l'embryon, mais il est atrophié dans la suite du développement. Donc c'est-à-dire que quand l'embryon se développe, l'organe voméronasal on considère qu'il perd 90% de ses facultés. Donc il est atrophié pour la très très grande majorité, il perd beaucoup de ses capacités. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve pour l'instant que les phéromones existent ou qu'elles ont un effet tout simplement en fait. Donc il y a des études qui valorisent l'effet des phéromones, mais elles sont souvent biaisées. Un des exemples de biais qui peuvent être appliqués à ces expériences, c'est qu'elles se basent sur des réactions qui sont apprises et non innées. Parce que si c'est appris, c'est pas du tout à cause de phéromones. Vous pouvez reconnaître qu'un parfum est mauvais, mais parce que vous avez déjà senti ce parfum, vous l'avez déjà associé à quelque chose de mauvais, donc c'est pas des phéromones. Vous pouvez voir pas mal de trucs marketing aussi liés aux phéromones. Elles sont utilisées dans des produits de beauté et des parfums par exemple. Elles sont utilisées dans certains produits pour attirer les hommes et les femmes. Vous trouvez des petites publicités sur internet si vous cherchez phéromones, hommes, parfums, des choses comme ça. Alors là, c'est arnaque, bullshit et botanique. Bullshit ? Oui. Donc parce qu'il n'y a aucun effet autre que de sentir bon, tout simplement. Donc la plupart du temps, pour ces parfums aux phéromones, en tout cas très souvent, ils utilisent de la copuline. Donc c'est une hormone issue de phéromones de singe. Et c'est le produit utilisé, donc c'est issu globalement de sécrétions vaginales de guenon. Je me disais copuline, c'était pas très subtil comme nom. Ouais, il me semble que c'est une hormone qui est aussi sécrétée par d'autres espèces, mais là en l'occurrence, c'est pas très relou, ça fait pas très envie en tout cas. Chez l'être humain, donc il y a quelques phéromones qui sont, il n'y a pas de phéromones identifiés en tant que tels, mais on soupçonne plusieurs substances d'être éligibles au statut de phéromone, mais il n'y a pas encore de preuves à l'heure actuelle. Donc il y a des sécrétions issues des selles, d'organes sexuels, on fait des essais mais on ne sait pas trop. Du coup, parlons d'une expérience qui est liée à des hormones qu'on soupçonne d'être des phéromones. Donc une expérience qui a eu lieu, il me semble, début 2017, et donc c'est une expérience qui va essayer de prouver la validité de phéromones. Donc on va tester deux hormones qu'on va nommer AND, qui est une hormone émise par l'homme, et EST, qui est une hormone émise par la femme. Donc ces hormones, elles sont fortement typées sexuellement, c'est-à-dire qu'une femme va également émettre de l'AND, sauf qu'elle va en émettre 20 fois moins que l'homme. Donc si on sent beaucoup d'AND, il y a beaucoup plus de chances que ce soit lié à un homme qu'à une femme. L'objet du test, c'est de tester l'influence de l'AND et de l'EST sur la perception du sexe et de l'attractivité. Donc on va prendre un groupe de tests, qui est un groupe d'hommes et de femmes hétérosexuels. Et le concept, c'est qu'on va leur présenter des visages non genrés. Un visage qui fait ni masculin ni féminin ? C'est ça, c'est un visage où il va y avoir une grosse ambiguïté, donc c'est des visages qui vont être retravaillés, on va retirer la coupe de cheveux, on va couper très net, et les traits ne vont pas permettre de déterminer instinctivement, en tout cas rapidement, s'il s'agit d'homme ou de femme. Et le but, c'est donc de présenter ces visages aux cobayes et de leur demander pour chacun si le visage appartient à un homme ou à une femme et de donner une note d'attractivité de 1 à 10. L'expérience se passe sur 2 jours. Le premier jour, on administre une hormone, donc AND ou EST, et le deuxième jour, on administre un placebo pour vérifier l'effet. Pour cette expérience, on a émis 2 hypothèses. La première, c'est que les personnes exposées à l'AND vont reconnaître plus d'hommes dans les visages, et les personnes exposées à l'EST vont reconnaître plus de femmes. Jusque-là, logique, vu que les hormones sont fortement typées sexuellement. Et la deuxième hypothèse, c'est que les personnes exposées aux hormones vont donner des notes d'attractivité supérieures. Résultat, c'est 0, que dalle, aucune des hypothèses n'est vérifiée, donc entre les 2 jours, aucune différence. Ce qu'on peut déduire de ça, en fait, c'est tout simplement que c'est pas que l'AND et l'EST ne sont pas des phéromones, c'est que l'expérience n'a pas permis de prouver que ce sont des phéromones. Donc c'est pas parce que ces essais n'ont pas permis de le prouver qu'elles ne le sont pas. C'est peut-être que ces phéromones ont besoin d'un temps d'exposition différente. C'est peut-être qu'elles ont besoin de conditions différentes pour se révéler. Il y a beaucoup de choses. Donc ne tirons pas de conclusion hâtive. On ne peut pas dire que l'homme n'aimait pas et n'est pas sensible aux phéromones. On peut juste dire qu'à ce jour, les expériences n'ont pas permis de le prouver. Il y a quelques expériences qui ont permis de mettre en avant des réflexes, des réactions plutôt physiologiques, mais elles sont très loin d'être aussi fortes que chez les animaux. On peut en déduire que le fameux « j'aime ton odeur » qui est mis en avant par beaucoup de sexologues, comme vous le verrez si vous cherchez des sources sur les phéromones, où j'ai dû du coup me rabattre sur beaucoup de sources. T'as dû passer une très bonne semaine. J'ai dû me rabattre sur des sources anglo-saxonnes parce que côté français, c'est pas la folie. Donc le fameux j'aime ton odeur, en fait, c'est une sensation qui est apprise, qui est pas innée.
Donc vous n'allez pas voir quelqu'un comme ça et kiffer son odeur, enfin c'est pas... Enfin si, vous allez pouvoir la kiffer, mais parce qu'elle vous rappelle d'autres choses que vous avez kiffé. Donc ça c'est une réaction qui est apprise, pas innée, donc ce n'est pas dû aux phéromones. Donc petite conclusion, si vous voulez séduire, pas besoin de produits aux phéromones, prenez une douche, soyez propre, soyez gentil, soyez souriant, soyez respectueux, drôle, prévenant, bref, soyez vous. À la limite, mettez une jolie chemise ou une jolie robe si ça vous fait plaisir. Pourquoi pas quelques gouttes de parfum, mais pas besoin d'extrait de tush de singe. Ou un pantalon saumon. Extrait de tush de singe. Ouais, et voilà. Bah, c'est le terme On appelle du coup la copulite. Copulite. Vous aurez appris un mot aujourd'hui. La copuline, merde, raté. Voilà, ce sera mon conseil sexologie. Parfait. Et du coup, bah, allez, repartons un petit peu à l'aventure. Allez, on va terminer là-dessus. Je vais vous amener sur le mont Everest. C'est le paradis? Non, c'est le mont Everest. Je sais que vous êtes tous des alpinistes aguerris, sinon vous seriez pas ici. Assieds-toi, acclimate-toi. Les êtres humains ne sont pas conçus pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Ça grimpe sérieusement, Robin. Alors, le mont Everest. Je vais vous faire une petite part d'histoire d'abord, mais ensuite on va travailler tous ensemble. Donc, c'est quoi l'Everest ? Une montagne. Une montagne, très bien. L'Everest, c'est le plus haut sommet du monde. Il fait partie de la chaîne de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine, et on l'appelle Everest que depuis 1865, après avoir utilisé la méthode du géographe Sir George Everest pour calculer sa hauteur. Donc c'est même pas le mec qui l'a découvert, c'est le mec qui a découvert la technique qui a permis de mesurer sa hauteur. Bien. Ok. Le nom véritable du mastodonte, c'est Sagamarta en népalais ou Chomolunga en tibétain, ce qui veut dire la déesse mère des montagnes. Donc on savait déjà que c'était la plus grosse à l'époque. Et il culmine à, quelqu'un connaît la hauteur de l'Everest ? 8 km. 8000 et des patates, 8848 mètres. Ah oui, carrément 9 km. Mais c'était pas mal. Putain. Soit donc, comme on l'a entendu dans le petit jingle, l'altitude de croisière d'un avion commercial, en moyenne. Donc on n'est pas tellement censé y aller. Le sommet, il a officiellement été atteint pour la première fois en 1953 par Edmund Hillary et Tenzing Norway. Je dis officiellement parce qu'en 1924, il y a une expédition de George Mallory et Andrew Irvine qui ont été perdus de vue proche du sommet. On les voyait sur la crête, puis ils ont disparu derrière les nuages. Et on sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Et on a retrouvé le corps de George Mallory en 1999. D'accord. Donc on sait ce qu'ils sont devenus. Alors non, on ne sait pas s'ils ont atteint le sommet en fait. On a retrouvé leur corps, mais de ils sont côté. morts, enfin la finalité, voilà. Eh oui, mais l'idée c'est est-ce que le sommet a été en 24 ou en 53 ? On ne le saura jamais finalement. Donc, petit rappel historique, mais après ça, on va essayer de vivre un peu le truc. On va prendre nos sacs à dos. Allez-y, prenez vos sacs à dos. On va aller à Roissy et premier avion pour Katmandou. Bienvenue à Katmandou. Ça va ? Le vol était court, ça va. Oui, c'était plutôt court. Pas beaucoup de place pour les jambes, mais... J'ai pas trop aimé la bouffe, mais bon. C'était pas terrible. En tout cas, j'ai bien reçu vos chèques de 65 000 $, du coup. Parce que pour rappel, 10 000 $ de vol, d'hôtel et d'accommodation, 15 000 $ de matériel d'oxygène et de nourriture, 15 000 $ en permis, taxes et franchises, et 25 000 $ pour les guides, les Sherpas et ce qu'on appelle le camp staff, c'est-à-dire les gens qui vont travailler aux différents camps pour nous permettre d'effectuer notre ascension. Ça va Stan, tu sens prêt de le faire ça aussi en mode aventure ? Pour le 1 mois en Laponie, j'ai dépensé 400 €. Juste les billets d'avion. C'est pas les mêmes tarifs. Pas pareil. Et non. Donc on est actuellement à Katmandou, qui est la capitale politique et religieuse du Népal, et on est à seulement 1400 mètres d'altitude. Ce qui est pas énorme finalement. On s'en sort. Donc, on va faire un petit peu de tourisme, on va faire des courses, on va aller répertorier notre expédition avec nos nationalités et nos noms, parce qu'il y a des personnes qui s'occupent de répertorier tout ça. Et on va faire un gros débrief des 2 mois qui nous attendent. Parce qu'on est parti pour 2 mois afin d'attendre le sommet de l'Everest. Une fois tout ça fait, on va aller prendre l'avion pour Lukla et commencer notre aventure. Donc je dis commencer notre aventure parce que le trajet jusqu'à Lukla, c'est déjà une épreuve connue et redoutée par tous les gens qui ont peur en avion. Pourquoi ? Parce qu'on va atterrir sur une piste en pente de 500 mètres avec un précipice au bout. L'Altiport a la réputation d'être le plus dangereux du monde. Heureusement, on a de la chance. Nous, on va atterrir à Lukla sans danger, à 2860 mètres d'altitude. Jusque-là, on s'en sort pas trop mal. Ouais, ça va. Donc, comme j'ai pas 2 mois pour vous raconter le voyage, on va choper nos bagages rapidement, on va prendre direct à gauche, et je ne plaisante pas, on prend à gauche en sortant de l'Altiport. On traverse la rue principale du village jusqu'à une arche, le chemin descend vers le village de Cheplong, on traverse ensuite le village de Nurning
pour atteindre Pakding à 2600 mètres d'altitude. Alors Pakding, c'est un des derniers villages qu'on croisera sur la route. Et on a un grand pont qui traverse la rivière d'Oudkoshi. Vous l'avez peut-être déjà vu sur des images. C'est des énormes ponts suspendus avec des drapeaux de toutes les couleurs au-dessus d'une grande rivière. Qui est une des étapes clés du trek de l'Everest. Le trek de l'Everest qui est le trek que font les gens qui veulent aller voir un petit peu ce que c'est que l'Everest, mais qui n'ont pas forcément ni le temps, ni les moyens, ni la possibilité de le faire en restant vivant. Du coup, là, on a déjà commencé à monter, là. Alors, gentiment, on commence on est sur une rando. Donc, on est parti, je rappelle, de 1400. On est arrivé à Pakding à 2600 mètres. Donc, on est quand même déjà pas mal, bien monté. Donc, ces ponts suspendus, ça fait un petit peu claquer les fesses, mais le chemin est quand même bien marqué et très fréquenté. Le trek est assez accessible. C'est quand même le quart, déjà. Déjà, oui. Le quart le plus facile. Le quart de l'Everest. Le plus facile. Donc, on va continuer le chemin sur une pente raide. Et on va. Une pente raide himalayenne, c'est pas les buts de Chaumont. Hein. On est sur quand même une bonne pente, quoi. Et on va arriver à Namche Bazar, qui est à 3450 mètres de haut. Donc, déjà, là, on est bien monté. Ouais. Namche Bazar, c'est la capitale des Sherpas. Vous savez ce que c'est qu'un Sherpa ? C'est les mecs qui accompagnent avec un sac à dos et. Voilà, on peut dire ça. Et qui sont capables de fumer des clopes pendant que toi tu craches tes poumons. C'est les mecs en fait qui sont acclimatés de naissance, c'est-à-dire qui ont l'habitude de ce genre d'altitude. Ça veut dire un truc en particulier, Sherpa ? Sherpa, oui, mais j'ai complètement oublié de vous donner la traduction à force de fouiller. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué à préparer parce qu'il y a beaucoup d'expéditions et beaucoup de choses qui se contredisent en fait. D'accord. Donc comme j'ai pas eu la chance pour l'instant d'aller faire l'Everest, je vous referai un sujet quand je l'aurai fait. C'est pas le cas pour l'instant. Donc sur la route de Namche Bazar, on aura notre premier aperçu du mont Everest. Et c'est extrêmement impressionnant. On voit aussi le mont Lhotse qui est à côté, qui est sa petite sœur, un petit peu plus bas. Arrivé à Namche, on pourra se reposer et on sera bercé par la fanfare des clébards qui gueulent toute la nuit. Putain, il fait froid. Donc Namche Bazar, c'est la dernière ville, comme je vous dis, qu'on traversera avant de s'attaquer à l'ascension. On y fera notre première randonnée d'acclimatation. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une randonnée d'acclimatation ? On commence à monter, histoire de s'accommoder de l'altitude, du froid, de manque d'oxygène. C'est un peu comme les paliers qu'on passe à la plongée, en fait. C'est un petit peu ça. En fait, le but, c'est d'améliorer la polyglobulie. La polyglobulie, c'est l'augmentation du nombre de globules rouges qui compense du coup la baisse de pression d'air. Ça nous permettra de moins suffoquer, de fatiguer moins vite lorsqu'on sera en altitude. Donc là, on va entamer le Base Camp Track. Comme je vous disais, c'est le pèlerinage un petit peu de tous les aventuriers qui veulent aller voir l'Everest mais qui n'ont pas forcément le niveau de le faire. On va marcher environ 2 semaines et on va prendre de l'altitude petit à petit. On va passer par des lacs, les lacs de Gokyo à 4750 mètres, donc déjà on est bien monté. Et le refuge de Gorachep à 5100 mètres. Le refuge de Gorachep, c'est un peu le dernier refuge avant qu'on arrive vraiment sur le serious business. Une fois à Gorachep, donc on va préparer notre dernière étape vers le base camp. Il faut savoir que l'Everest est composé de différents camps de base. Alors, faut pas confondre le base camp et le base camp 1. C'est con, mais on va en parler. Il y a une différence entre les deux. Donc, en route vers le camp de base, on a une petite balade de 2 heures à travers les montagnes de cailloux. Il faut savoir que là, on est déjà à la hauteur du Mont Blanc, en fait, typiquement. Donc on commence notre ascension, on est à la hauteur du Mont Blanc. Donc on est dans l'ambiance, il y a des toiles tendues partout, des chemins, des murs en pierre, des shorten. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les shorten, c'est des espèces de colonnes qui servent en fait c'est des symboles religieux, des espèces de colonnes en pierre. Si vous avez lu Tintin au Tibet, vous en avez sûrement vu. Une espèce de petites pyramides, de petites tours. Je n'ai pas souvenir, comme un peu les monolithes de oui, c'est un genre de grosses reliques. Et des drapeaux à prière partout, des petits drapeaux tibétains aussi, que vous avez peut-être déjà vu de toutes les couleurs. Donc actuellement, il fait environ moins 10 degrés. Ça va. Ça va. Carré. Si t'as un petit Mont d'Or et de la Concorde. Aujourd'hui, à Paris, il faisait moins 3, pour référence. Et donc, on se tape 2 semaines de marche dans la caillasse qui nous amène au camp de base, cette fois à 5300 mètres. Oui. Oh shit. Ça commence à être pas mal. À piquer. Le camp de base, c'est un immense camping sauvage multicolore avec des tentes partout. Et on voit la cascade de Khumbu qui se déplace rapidement. C'est une énorme cascade de glace qui se déplace quand même de 1 mètre par jour. Et on devra la traverser pour atteindre le camp point. 1 mètre par jour. Alors, il faut savoir que ce qu'on appelle un icefall en anglais, parce qu'en français, quand on dit cascade de glace, c'est une cascade gelée en fait, de l'eau gelée. Là, c'est pas exactement ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que c'est plus un pan de montagne neigeux qui s'est cassé la gueule, une avalanche quoi, et qui est gelé. Mais très lente. D'accord.
mais très lente et surtout qui est composée de centaines de crevasses dans lesquelles on peut tomber et crever à n'importe quel moment. Donc on devra traverser cette petite cascade de glace afin d'atteindre le premier camp. Mais on n'en est pas encore là. Est-ce qu'on a le droit de craquer maintenant ? Oui, Faut mieux le faire après. là on a déjà passé la phase de craquage depuis une semaine, je pense. J'avais peur de rater. Ok, je craque alors. Alors on va pas partir tout de suite parce qu'on a d'abord un truc très important à faire, c'est la puja. La puja, c'est une cérémonie tibétaine qu'on va faire pour bénir notre expédition. On n'y coupe pas, on en a même fait avant des cérémonies. Ça consiste à donc bénir, mettre des petits drapeaux autour d'un autel, balancer du riz vers l'autel au signal du dévot, puisqu'on a un lama, donc un lama pas l'animal mais l'équivalent du prêtre. Le chanteur, moi j'imaginais vraiment le mec qui avait son lama en laisse. Le lac du Connemara. On va engager l'équivalent en fait d'un prêtre pour bénir notre expédition. Souvent en fait ils font Sherpa, c'est-à-dire que c'est un Sherpa qui s'avère aussi être lama et qui va nous aider à... Non arrête, c'est pas un animal. Comme dans Cusco. Ok, je ne peux rien dire. Et on va en profiter donc pour vérifier le matériel, notamment les radios, tout ça, avant de partir pour le Camp One. Donc on va attaquer nos premiers treks d'acclimatation vers le Camp One. On est entre 5 et 6 000 mètres. On va traverser la cascade de glace. On se lève très tôt le matin pour profiter que la cascade soit gelée. Parce que quand elle n'est pas gelée, c'est un peu plus la merde. En très haute montagne, il y a 2 heures où il fait bon vivre, entre 9h du matin et 11h. Le reste du temps, il fait soit trop chaud, soit trop froid. Et trop chaud, oui, parce que quand il y a le soleil qui tape sur la neige... T'as moins de filtres. Exactement. Et surtout que quand il fait trop chaud, la cascade devient instable. Et on n'a pas du tout envie de tomber dans une crevasse. Okay. Alors la cascade, elle est équipée d'échelles horizontales, donc pour les crevasses, et verticales quand ça monte un peu, pour faciliter notre traversée. La traversée prend environ 12 heures. Donc 12 heures, déjà à 6000 mètres d'altitude, ça commence à taper. On peut faire environ, je pense, 8 heures sans préparation physique, comme tu parlais tout à l'heure, en mangeant McDo tous les 2 jours. 12 heures de cascade de glace en mangeant McDo tous les 2 jours, c'est pas possible. Oui, il faut avoir fait une préparation physique et des treks d'acclimatation avant. Parce que ça a l'air simple comme ça quand on le raconte, mais en vrai, c'est le niveau des meilleurs athlètes en fait. Je parierais pas sur moi en tout cas. Moi non plus, je parierais pas sur toi. Donc on fait plusieurs allers-retours sur plusieurs jours et on s'installe finalement au Camp One qui est à environ 6000 mètres d'altitude. C'est un village de 150 tentes. Il y a pas mal d'allées et venues. Il y a moins de monde qu'au camp de base, mais il y a quand même pas mal d'allées et venues. Et on est entre les parois de l'Everest et du Noupsé, qui est une autre petite sœur de l'Everest. Et là, on est bien, on se prend des rafales de vent qui sont pleines de givre dans la gueule de 3h à 17h environ, toujours par un bon moins 10 degrés, parfois moins 20. Donc quand on se repose, c'est quand on se prend des vagues de givre dans la tronche. Ah, chouette. Une fois qu'on est bien acclimaté, on attaque la poussée vers le camp 2, qui se trouve lui à 6350 mètres d'altitude, sous l'épaule ouest de l'Everest, l'épaule ouest qui est constituée de 2500 mètres de roches noires, et c'est extrêmement flippant, on a vraiment l'impression d'être sur la Lune à ce moment-là. Et pour s'y rendre, on traverse un endroit charmant qui s'appelle la vallée du silence, qui est protégée en fait par les vents, enfin qui est protégée des vents par les différents sommets, et du coup, pas un bruit par rapport à tout le reste, on est toujours soufflé par le blizzard. Là, on n'entend que dalle, et c'est extrêmement flippant. Après en avoir bien chié, donc pour monter, on va se réfugier sous la tente et on commence à s'endormir au calme. Mais le manque d'oxygène commence à se faire sérieusement sentir. On se réveille avec la sensation d'étouffer complètement. On prend quelques respirations rapides, on se calme, on se rendort et on se réveille de nouveau parce qu'on est en train d'étouffer. Les bouteilles. Et ainsi de mais suite. ça veut dire que ça fait... on n'en est pas encore aux bouteilles là, mon lapin. Donc ça veut quand même dire que, bon, outre le fait que tu m'appelles mon lapin, faisons comme ça, mais ça veut quand même dire que ça fait genre 3-4 000 mètres que tu te balades à Yep sur la plus grande montagne du monde avec des bouteilles d'oxygène dans le dos que t'as pas encore utilisées. Ah non, là si on avait déjà commencé à utiliser les bouteilles, on serait mort très très rapidement. Donc là non, en effet on a des grosses difficultés à se reposer et à dormir, tout simplement. Mais bon, on est loin d'être au pire, mais il faut quand même plusieurs heures pour trouver le sommeil. Sous la tente la nuit, il fait environ... En température, à votre avis Moins 28. Moins 30, moi je pense. Non, on serait mort. Il fait moins 12 degrés moins environ 30, sous la tu tente. meurs pas. Sous la tente, moins 12. C'est quand même un petit peu froid. Oui, il fait un temps de c'est Franche-Comté, froid, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire, j'ai déjà eu moins 30. Oui. Il fait environ moins 12 degrés donc la nuit. La journée, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il fait plus 30 sous la tente. C'est-à-dire qu'on porte des lunettes de soleil sous la tente pour se protéger du soleil. Génial. Parce que ça brûle à travers la toile, en fait. Carrément. Mais on passe la journée sous la tente parce que si on la passe dehors, on en prend plein la gueule. C'est même plus des coups de soleil
là, c'est un cancer de la peau immédiatement. Est-ce qu'on peut jouer aux cartes ou les cartes se cassent par le froid ? Il fait pas encore assez froid pour ça. Ah cool, moi ça on peut jouer aux cartes. C'est pas non plus la mort de l'art. Il y a des gens qui passent une bonne partie de la saison là-bas pour aller accueillir les touristes, etc., qui s'en sortent pas trop mal. Donc pendant qu'on se repose tant bien que mal, les Sherpas, qui sont vachement mieux acclimatés, ils montent tout notre matos au camp 3. Eux, ils s'en foutent, hein, ils sont chauds. Ils montent tout le matos, et nous on finit par les rejoindre à 7000 mètres d'altitude sur une petite pente à 50 degrés. Attends, mais donc t'attends Pépouze dans ta tente pendant que le mec fait des allers-retours ? Alors, t'attends Pépouze dans ta tente. Alors, Pépouze, on va relativiser ça. Tu es à 6000 mètres d'altitude. Mais en effet, le mec qui a l'habitude, oui, il tape des allers-retours, en effet. Mais c'est pour ça qu'il est payé. C'est tout un business, hein, l'Everest pour les Sherpas. Une performance surtout. Toute une performance, bien évidemment. Très peu de gens se sortiraient vivants de l'Everest s'il n'y avait pas un Sherpa pour les accompagner. Ça, c'est évident. Donc on va être bien clair, hein, à 7000 mètres à une pente de 50, on respire plus, on suffoque de façon permanente en fait. Hein. On n'est pas vraiment dans le plaisir. Le moindre effort, ça nous crame complètement. Si je voulais attraper un truc sur la table ici, c'est comme si tu courais à 100 mètres, Camille. D'accord, très bien. Voilà. C'est déjà le cas à 0 mètre d'altitude. Mais du coup, l'idée là, c'est qu'on va plus s'attarder. À partir du moment où on a atteint le camp 3, on va vraiment essayer de finir parce qu'on a des fenêtres climatiques très fines et notre corps ne peut tenir qu'un certain temps dans ce genre de situation. Donc c'est le moment où on y va, on part pour le col sud. Objectif, le sommet en passant par le camp 4 où on s'arrêtera peut-être pour souffler quelques heures. Allez, c'est parti. On attaque la pente soutenue, 40 degrés d'inclinaison en glace vive qui rend chaque pas dangereux et difficile. Plus l'air s'allège, plus le corps s'alourdit. Heureusement, une corde fixe nous permet de nous aider dans notre ascension. Tant mieux parce qu'à cette altitude, difficile de réfléchir et de s'orienter, on a la limite des possibilités physiques, comme je vous disais, d'un sportif de bon niveau. On grimpe la bande de rochers jaunes qui est faite de marbre brun et particulièrement crevante dans laquelle on inaugure notre masque à oxygène cette fois, Elias. Ça y est, on a droit à de l'oxygène et on va traverser l'éperon des Genevois. C'est une nervure de roche noire qui a été nommée par une expédition suisse en 1952. Toujours sur une pente à plus de 40 degrés parce que sinon c'est chiant. Et on va finir par un replat, le tout dans la caillasse qui nous mène au camp 4 en fin d'après-midi, le camp 4 qui est le dernier camp avant d'arriver au sommet. Alors on s'y arrête très peu, on dort pas, quasiment peu, on reste sous oxygène tout le temps, on va juste manger un petit truc ou se reposer un peu avant de repartir le plus vite possible. L'ascension finale, elle doit se faire en un aller-retour. Parce qu'une fois qu'on est dans la zone de mort, c'est-à-dire la dernière zone, l'altitude détériore nos organes internes. Ah ouais. On a un risque d'œdème permanent cérébral des poumons. On est en train de crever à partir du camp 4, littéralement. Donc on y reste pas longtemps. Quelques heures, assez maigre, enfin une journée on va dire. Il fait toujours nuit, on s'attaque au plus tôt les 400 mètres d'escalade qui nous séparent du balcon, qu'on appelle aussi le cimetière des bouteilles, c'est là qu'on s'équipe d'une nouvelle bouteille et qu'on laisse les vides derrière soi. Et puis le jour se lève et tout s'éclaire doucement et on voit le plateau tibétain à droite avec des reflets des glaces et des glaciers et on s'envoie le sommet sud, une grande pente de neige particulièrement exposée aux avalanches. Et on atteint enfin le ressaut Hillary, nommé par Edmund Hillary, premier à avoir atteint le sommet, un mur de roche de 12 mètres qu'on escalade en file indienne sur une corde fixe. Une fois le ressaut traversé, il reste une nouvelle pente de neige épuisante, parce que chaque pas est une épreuve, mais lorsqu'on relève la tête, on l'aperçoit. Il se rapproche, il est si proche qu'on pourrait le cueillir, et on y est. À 8848 mètres de haut, on est au sommet de l'Everest, et jamais nos jambes ne pourront nous porter plus haut. On est au sommet du monde, jonché par les drapeaux et les souvenirs des expéditions précédentes, et la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie à cette ascension, ou à la descente, parce que rappelons-le, c'est surtout en descendant que les accidents arrivent. On n'y passera pas plus de 30 minutes au sommet parce que la jubilation ne doit pas nous faire oublier qu'on doit être descendu avant la nuit, sinon, encore une fois, on crève. La plupart des accidents ont lieu à la descente et comme notre aventure est fictive, on a du cul, on rejoint le camp 4 sans trop de difficultés et on réalise ce qu'on vient de faire. Bravo à tous. Putain, bravo. C'était beau, putain. Il faisait froid mais c'était beau. Petite parenthèse avant de vous donner la parole, je voudrais juste déjà dédier ce sujet à la mémoire de tous les alpinistes et les Sherpas qui ont perdu la vie sur l'Everest et qui reposent toujours, et spécialement à Thomas Makiewicz qui a pas pu être secouru la semaine dernière sur le Nanga Parbat et qui a malheureusement perdu la vie là-bas après avoir perdu la vue à cause du froid. Donc on pense à lui. Camille. Moi j'ai entendu dire justement en parlant de toutes les personnes qui meurent que les corps du coup restaient sur le mont Everest. Absolument, on n'a pas moyen de les rapatrier. Et que ça reste aujourd'hui pour les gens qui vont monter l'Everest des très bons moyens de repérer exactement. C'est vrai, et j'ai pas voulu trop vous en parler parce que c'est un peu glauque, mais en effet on n'y coupe pas quand on monte l'Everest, on croise énormément de cadavres en fait. C'est incroyable ça. Ouais. Oui, et tu sais que c'est des moyens de te repérer.
Alors ça c'est pas forcément Après le cas, le c'est-à-dire qu'en troisième fait, mort, tu tournes à droite. on suit les guides et en fait l'Everest est équipé d'une corde fixe, un fil d'Ariane en fait. Donc on n'a pas besoin des corps pour se repérer, mais il est vrai que quand on monte, on sait que quand on va passer après le glacier truc ou les marbres blancs, on sait que là on va voir le corps aux bottes rouges ou on va voir le corps de telle ou telle personne, oui, en effet. Du coup, ça veut dire que les Sherpas là. Oui. Mais ça veut dire qu'ils ont fait, je sais pas combien de fois, ils ont monté. Ouais, mais ils vivent là, donc ils ont l'habitude. C'est incroyable. Mais oui. Ah oui. Et j'ai vérifié aussi Sherpa. Fact-checking. Cher, c'est Est. Alors attends. Pas, c'est celui qui marche. Non, en fait, c'est le peuple de l'Est. Donc char, c'est Est, et pas, c'est peuple. Donc ce serait des Asiatiques. C'est les peuples. Oui, excusez-moi. Techniquement, oui. C'est la manière la plus politiquement correcte de le dire. Ah, mais c'est franchement. Non, mais oui, mais c'est quoi? C'est entre le Népal et l'Inde, c'est ça? La Chine. Entre le Népal et la Chine. Oui, donc si on prend donc Sherpa à cet endroit-là, ça serait plutôt les gens qui sont genre des Mongols, des Chinois, des. Ah oui, c'est des Tibétains en fait, la plupart. D'accord. Et là, pareil, tu disais qu'il y a un alpiniste, paix à son âme, qui est décédé du coup la semaine dernière. Absolument. Pas exactement au même endroit, il est mort sur le Nanga Parbat, c'est D'accord. Pakistan. Mais justement, du coup, l'Everest n'a pas le monopole malheureusement des personnes qui il n'y a meurent, pas le monopole des accidents d'alpinisme. Voilà, mais c'est même pas forcément des accidents. En fait, justement, je pensais à une histoire qui s'était passée sur le Mont Blanc, Vincent Don et Henri, c'est il y a une cinquantaine d'années. Et je me suis toujours demandé, en fait, il y a beaucoup d'alpinistes à qui ça arrive. Et je veux dire, il y a des gens autour qui en ont conscience, qui savent qu'ils sont en difficulté, qui les voient crever de loin. Pourquoi est-ce qu'on va pas les chercher avec un micro et une corde? C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ouais. Alors, en quoi c'est pas simple en fait? Je vais te donner un exemple tout bête, enfin une réponse toute bête, c'est que déjà à partir d'une certaine altitude, par exemple, tu peux pas envoyer un hélicoptère. Non. Tu peux pas envoyer un hélicoptère au sommet de l'Everest. Il peut pas. Il va s'arrêter 2000 mètres plus bas. Un avion avec une corde, je sais pas. Enfin, non mais. Tu peux pas envoyer un Boeing. Toi, tu es le Batman, toi. Non, malheureusement, en fait, ce serait risquer la vie de beaucoup d'autres personnes que d'aller essayer de sauver une personne qui techniquement est déjà morte. En fait, si elle est typiquement dans la dead zone, le temps qu'on aille la chercher, de toute façon, elle sera déjà morte. Donc, ce serait risquer la vie d'autres personnes. Ça, c'est déjà arrivé. Hein. Il y a déjà eu des expéditions, notamment, c'était pour le sultan d'Oran, je crois. Sultan d'Oran, si j'ai pas de bêtises. Pas la peine de me regarder, je suis qui était en train de crever dans la dead zone, et il y a quand même deux personnes qui sont parties le chercher, qui ont réussi à le ramener vivant, mais c'est malheureusement. Après, il n'y avait plus ses bras, pas plus ses jambes. Souvent, il y a une petite amputation à la clé. On vous conseille d'ailleurs d'écouter le Petit Affaire Sensible sur. Vincent Don et Henri, qui m'avait bien niqué le moral en allant travailler. Sans mauvais jeu de mots, ça a glacé le sang. Parce que moi, je l'avais écouté juste avant un séjour d'escalade. Et c'était un mauvais jeu de mots. Ouais, désolé. Mais ça m'avait grave calmé ma race. Bien. Et merci pour ce sujet, ça m'a encore une fois cool. donné envie de plus là regarder des films plutôt que le faire. Parce que juste à l'écouter, j'ai les mains moites. Et c'est très sensible au froid. Ouais, je déteste ça. Et du coup, merci à tous pour votre attention et pour nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à donner 5 étoiles sur iTunes. Bisous. Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.